Bonsoir à tous. Je suis pas sûr que le live soit complètement lancé chez moi, mais pour autant, je vais faire comme si. Merci beaucoup à tous d'être là ce soir. Ça y est, on a commencé la 7e édition de notre conseil scientifique indépendant. Ce soir, on reçoit 2 invités prestigieux qui vont nous éclairer sur des dimensions un peu différentes de celles qu'on avait d'habitude, notamment Frédéric Badel, que je vais faire monter à côté de moi. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement et nous dire en 2 mots de quoi tu vas nous parler, si tu veux bien? Alors Frédéric Badel, je suis psychiatre, j'exerce à Bordeaux et j'exerce également à Anglette. Depuis une douzaine d'années, je me suis orienté plus spécifiquement vers les prises en charge des syndromes de stress post-traumatique. Et donc je vais vous parler ce soir de stress et trauma en terre de Covid. Merci beaucoup, hein. C'est un sujet qu'on a abordé avec Réinfo Covid, qui est l'idée du traumatisme, et que finalement on est dans une société qui est très traumatisée et que peut-être il y a besoin de l'aider à guérir et que c'est peut-être pas si simple que ça de guérir d'un trauma. Donc je pense que ça va vraiment beaucoup nous apporter. Il y a notre habitué de l'étape, on va dire, qui est Vincent Pavant et qui est toujours accompagné de son alter ego Hélène. Vincent, tu veux bien te présenter succinctement aussi et nous dire de quoi tu vas parler? Oui, Vincent Pavant, donc enseignant-chercheur, maître de conférences, mathématicien, et avec je vais vous présenter ce soir un travail sur une vraie fake news qui avait été lancée le 20 avril 2020 par 3 chercheurs de l'école de haute en santé publique, et qui est, le confinement n'a pas sauvé 61 739 vies. C'était effectivement ce qu'on avait essayé de nous faire croire, et on verra pourquoi avec des arguments mathématiques. En fait, c'est pas du tout le cas. Voilà. Super, merci. On aime toujours bien ces petits coups de mathématiques qui permettent de faire mentir à peu près tout ce que nous a dit notre gouvernement et de mettre à mal toutes les décisions qui ont été prises. Heureusement que le groupe Matalarm est là avec tout ce que vous faites. Je pense que ça restera dans les annales et les historiques des musées de cette histoire. Et puis on aura Madame Van der Meren, je ne sais pas si je prononce bien, j'espère que oui, qui viendra nous parler aussi, et je crois principalement des variants. Elle va arriver un tout petit peu en retard, et donc elle n'est pas là tout de suite. Et puis on va accueillir tout un nombre de gens qu'on voit assez souvent, le docteur Mena, bien sûr. Bonjour Louis, bonjour à tous. Emmanuel Darle, qui est informaticien et informaticienne. C'est bien ça, Emmanuel? Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Docteur Philippe de Chasdourne, qui toujours au bout de l'horizon, à l'endroit où il y a du soleil et de la mer, c'est ça? Ouais, bonsoir à tous. C'est toujours aussi content de participer à ces lives. Donc voilà, je suis impatient d'en connaître un peu plus sur les sujets qui vont être abordés. Jean-Dominique, depuis la Suisse, qui nous montre qu'on est très international, hein, entre la Réunion, la Suisse, partout. Bonsoir Jean-Dominique, ça va? Bonsoir Louis, bonsoir tout le monde. Oui, ça va. Et puis je suis très à la fête parce que j'ai publié plusieurs textes de Frédéric Badel qui sont extraordinaires, une des meilleures analyses psychopathologiques de la situation. Et je lis de très Caroline Van der Meren qui fait aussi un travail superbe, sans compter les contributions toujours rigoureuses de Vincent Pavant. Donc je me réjouis beaucoup de cette soirée. Et puis Olivier Soulier. Bonsoir docteur Soulier, vous allez bien? Oui, bonsoir tous, je suis heureux d'être avec vous. Je pense que nous allons encore avoir une soirée tout à fait passionnante avec beaucoup d'informations qui vont remettre en perspective et qui vont permettre à chacun de se reposer bien les pieds sur terre, avoir bien conscience des choses, quitter la peur et être bien en contact avec cette réalité. Voilà. Merci beaucoup Olivier. On va commencer par Vincent pour se mettre en jambe avec un petit peu de mathématiques pour le jeudi soir, ça fait toujours plaisir. Donc Vincent, si tu veux bien commencer, et puis Olivier prendra la suite pour la présentation. Merci. Donc on y va. Donc avec Emmanuel, on a étudié quelques courbes effectivement sur un article qui a été effectivement publié en préprint le 20 avril 2020 et qui présentait que le confinement donc avait sauvé à cette date-là 61 739 vies, pas une de moins. Donc on va voir effectivement pourquoi tout cela n'a absolument aucun sens et en quoi cette nouvelle qui avait été diffusée par beaucoup de médias et qui avait été jusqu'à l'Assemblée était une fake news écrite par 3 chercheurs qui finalement sont juste des fraudeurs de recherche. Voilà.
Donc, le contexte, juste, il y a 3 auteurs, donc Roux, Crespet, Massonneau, à l'École des études en santé publique à Rennes. Donc, ils ont publié en préprint, c'est-à-dire avant la relecture des pairs, un article donc qui prétendait faire le bilan d'un mois d'impact donc au printemps 2020. Donc cet article prétendait que 61 739 vies, pas une de moins, avaient été sauvées. Alors il faut savoir que cet article en fait n'a jamais été publié, il n'a jamais été souligné. Donc aujourd'hui, il n'est toujours pas relu par les pairs. C'est un article qui a beaucoup influencé la presse à l'époque, on s'en souvient. Donc on peut trouver des traces dans Nouvelle Obs, Les Échos, etc. Mais également influencé le politique puisque ce rapport a été présenté à l'Office parlementaire donc d'évaluation des choix scientifiques et c'était d'ailleurs Cédric Villani qui l'avait présenté. Le 6 mai, dès le 6 mai, donc une critique qui avait été également assez entendue par Lebourg, de la Rochambert et Jean-François Toussaint avait donc été publiée. Donc on va publier, nous, vraiment une approche mathématique de cette critique. Alors, en fait, ce préprint, évidemment, constitue tout simplement une fraude scientifique tout à fait consternante. Bon. Annuler, pardon. Voilà. Donc, alors, c'était quoi le point de vue des auteurs? Comment ils ont fait pour essayer d'établir qu'il y avait eu ce sauvetage de vie par le confinement? Alors, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est qu'ils ont observé dans les données qu'ils avaient sous les yeux, donc les données d'incidence du nombre de cas, donc l'existence d'un régime de croissance exponentielle, les fameuses croissances exponentielles, dont on nous a rabattu les oreilles partout. Donc, ils ont mesuré sur le début de l'épidémie ce taux de croissance exponentielle qui effectivement existe, on le verra, et ils ont fait semblant de croire que ce taux de croissance exponentielle avait été arrêté de façon un peu magique par le confinement. Ils ont prolongé donc ensuite arbitrairement jusqu'au 20 avril ce taux de croissance qu'ils avaient mesuré en début de l'épidémie pour dire ce qu'aurait pu être selon eux l'épidémie sans confinement, puisque dans leur tête c'est le confinement qui avait arrêté cette croissance exponentielle. Et en faisant la différence entre l'observé et le calculé par le prolongement du régime exponentiel, eh bien ils en ont déduit qu'un certain nombre de vies avaient été sauvées du Covid et donc des morts avaient été donc épargnées. Alors bon, c'est un raisonnement qui est particulièrement grossier. Et tous les gens qui connaissent un peu l'épidémiologie mathématique, eh bien, le savent parfaitement, c'est ce qu'on va établir, puisque, bon, ce que confirmera de toute façon tout le monde, le professeur Raoult en premier, avec ses fameuses courbes en cloche, eh bien, dans toutes les épidémies, quoi qu'on fasse, il y a toujours une fin du régime exponentiel. Il existe en général, mais il est fini. Et donc, le travail des mathématiques, là, pour le coup, c'est de dire, est-ce qu'on peut quantifier de manière assez précise, eh bien, la fin de ce régime exponentiel à partir d'un modèle qu'on aurait choisi. Donc, c'est ça, effectivement, faire des mathématiques sur un modèle pour voir un petit peu ce qu'il en est et ne pas affirmer qu'un régime exponentiel peut durer effectivement de manière indéfinie. Bon. Alors, le modèle qu'on va choisir, comme toujours, c'est le modèle ICR, parce que c'est le plus simple, le plus efficace. On a vu que sur les courbes de mortalité donc du printemps 2020, ça marchait bien. Et puis, de toute façon, c'est un modèle qu'a cautionné justement Cédric Villani, puisque Cédric Villani a présenté le 30 avril 2020 devant l'Office parlementaire donc d'évaluation des choix scientifiques et technologiques le rapport donc de Crespet et d'ailleurs Cauchemar, ils étaient également dedans. Donc, lui, il dit clairement, donc la présentation donc, sur le modèle épidémiologique, c'est le modèle SIR. En début d'épidémie, il y a bien une croissance exponentielle du nombre d'infectés. Par contre, là où Villani a fait une grosse erreur, parce qu'en fait, il a lu le rapport sans jamais l'avoir vraiment étudié, il a dit, comme les auteurs l'écrivaient dans le rapport, bon, dans ce cadre-là, Villani n'était qu'un lecteur du rapport, il a dit qu'en France, en mettant en œuvre les mesures de confinement, les autorités ont arrêté la progression de l'infection bien avant que le plateau, c'est-à-dire le maximum, soit atteint, ce qui est une grosse fadaise et ce qui est complètement faux, évidemment. On va le voir. Bon. Donc, je rappelle les équations du modèle ICR. Donc, pourquoi vous perdez ici des gens qui sont sains qui deviennent infectés? C'est quand une personne infectée rencontre une personne saine et avec une certaine fréquence de rencontre et une probabilité donc de transmission par rencontre, eh bien, vous avez le terme d'incidence. On appelle ça l'incidence sur eh bien, le nombre des infectés. Les infectés eux-mêmes, eh bien, ils se comptent donc par l'augmentation évidemment des gens qui créent l'infection et par ici les gens qui guérissent. Ces gens qui guérissent, on l'a vu, c'était des gens qui, à chaque instant, eh bien, étaient proportionnels au nombre des infectés. Voilà. Alors, on rappelle dans ces équations que 1 sur bêta, c'est le temps moyen pour infecter une personne. 1 sur gamma, c'est le temps moyen pour sortir de la maladie. Et quand vous faites le rapport de ces deux temps-là, eh bien, vous avez le nombre de cas secondaires par personne infectée. Voilà. Donc, c'est le fameux R0, le nombre basique de reproduction dont on a déjà parlé. Donc, ça, c'est pour, effectivement, vous rappeler le modèle. Donc là, c'est un modèle qui est exprimé selon 3 variables S, I et R. Hein, donc, les personnes saines, les personnes infectées et les personnes rétablies. Et puis donc, il y a des équations qui régissent l'évolution dans le temps et de ces 3 quantités. Évidemment, le principe de la modélisation, c'est de trouver les paramètres de sorte qu'on puisse effectivement eh bien, analyser les courbes d'incidence qu'on a sur les yeux. Ici, incidence de mortalité ou incidence ici du nombre de cas. Voilà. Donc, un des problèmes de cette formulation en équation, c'est que les données S, IR, en fait, elles ne sont pas mesurables. C'est-à-dire qu'à un instant donné,
vous ne connaissez pas le nombre exact des infectés, ni le nombre exact des gens qui sont retirés du jeu, ni le nombre des susceptibles, en fait. Donc, tout ça fait que c'est pas très pratique de résoudre des équations avec des quantités qu'on ne peut pas mesurer. Et donc, une des manières d'échapper à ça, c'est d'essayer de formuler les équations avec des quantités mesurables. Et il y a une quantité qu'on sait bien mesurer a priori dans le temps, c'est ce qu'on appelle la fréquence cumulée, c'est-à-dire vous suivez au jour le jour le nombre de nouveaux infectés, vous faites la somme quotidiennement de ces gens qui sont infectés. Donc ça, c'est évidemment les données qu'on avait tous les jours par les autorités de santé et qu'on retrouve un peu sur toutes les courbes, effectivement, à l'époque Wikipédia ou à World in Data, ce genre de choses. Bon. Alors, si vous prenez comme indicateur, comme équation, ce nombre des cumulés, donc cette fréquence cumulée des personnes qui tombent dans la maladie, vous avez une équation ici, qui est une équation du second ordre, en fait, non linéaire, peu importe, mais en tout cas, c'est une équation qui s'écrit sur x1 seul, et x1, c'est donc une grandeur qui est mesurable, c'est l'incidence cumulée, tandis que ici, sa dérivée, c'est tout simplement l'incidence quotidienne. Voilà. Donc, un petit paramètre lambda 0 qui est bêta moins gamma, on va voir que c'est effectivement le taux de croissance exponentielle dans l'épidémie. Alors donc, si vous résolvez les équations avec une formulation SIR ou une formulation sur, ici, la fréquence cumulée et sur sa dérivée, vous voyez que vous résolvez la même chose. Et donc, c'est bien deux formulations équivalentes du même problème. L'avantage, c'est que, en travaillant sur la courbe cumulée, vous avez effectivement quelque chose que vous pouvez ramener à des mesures, puisque cette fréquence cumulée, c'est quelque chose qui est assez bien mesuré, ainsi ici que la fréquence quotidienne en général. Voilà. Donc, on va voir qu'avec ces courbes donc de fréquence cumulée ou de fréquence d'incidence quotidienne, pardon, on va essayer de répondre à cette question. Oui, en début d'épidémie, il y a bien une croissance exponentielle, comme l'a dit Villani, et comme tous les modèles le disent, mais la question, c'est quand est-ce que s'arrête ce régime? Parce que c'était un peu ça la question qui était posée par Crépet, Roux et Massonneau, c'était dire, moi, le régime exponentiel, je peux le prolonger un peu tant que je veux. Eh bien non, l'épidémiologie sérieuse et mathématique dit que c'est pas le cas, mais il va falloir quand même un petit peu le quantifier. Alors en fait, dans les équations donc sur la courbe de fréquence cumulée, on peut mettre en évidence trois régimes. Il y a trois régimes qui sont effectivement bien décrits mathématiquement, pour lesquels on est sûr qu'on va les trouver dans la courbe de fréquence cumulée. Donc un régime de décollage exponentiel où effectivement vous allez avoir une croissance très très importante du nombre des gens infectés, avec un taux de croissance ici lambda 0. Donc c'est un régime qui est dit asymptotique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est vrai à tous les instants inférieur à une certaine date, mais on ne connaît pas la date. Ça, c'est un gros problème, il va falloir l'estimer. Il y a en fin de régime, il y a aussi un régime exponentiel qui est un régime d'atterrissage exponentiel, c'est-à-dire que vous allez arriver vers le nombre maximum d'infectés avec ici une asymptote exponentielle. Et effectivement, ce régime, il est vrai pour tous les instants qui sont plus grands qu'une certaine période, mais par contre, en fait, à nouveau, on ne connaît pas l'instant pour lequel tout ça est vrai. Et puis, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle un régime linéaire, en fait, qui est lié au fait qu'il y a ce qu'on appelle effectivement une courbe d'inflexion. L'inflexion dans les courbes, c'est un changement de concavité. Vous passez d'une courbe concave à une courbe convexe, par exemple. Et donc, on sait qu'on aura une droite qui, à un moment donné, autour du pic épidémique, va bien représenter le nombre cumulé des infectés. Mais pareil, on ne sait pas très bien quels sont effectivement les instants pour lesquels ce régime linéaire existe. Alors, comment essayer de trouver ces temps pour lesquels on va caractériser effectivement à la fois les régimes exponentiels de décollage, d'atterrissage et le régime linéaire ici autour du pic? Eh bien, c'est ça les questions auxquelles on va répondre. Alors, en fait, l'hypothèse qu'on va poser, on va voir qu'elle est bien vérifiée, c'est que le régime linéaire suit immédiatement le régime, effectivement, exponentiel. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Donc, on suppose que les deux régimes vont se recoller de manière régulière, c'est-à-dire avec une pente qui est effectivement coïncidente au même point de rencontre. Et donc, il y a un théorème mathématique qui vous dit que, eh bien oui, on peut mesurer le temps de recollement entre le régime exponentiel et le régime linéaire par une formule mathématique qui fait intervenir ici R0 et bêta, ou plutôt 1 sur bêta. Donc ça, c'est intéressant parce que mathématiquement, du coup, si vous avez vous-même les courbes théoriques, vous allez pouvoir caractériser mathématiquement ce temps, effectivement, de fin du régime exponentiel et de début du régime linéaire. Le seul problème, c'est que, effectivement, en pratique, vous ne savez pas, effectivement, vous ne connaissez pas les paramètres de la courbe au début, vous ne connaissez pas le R0, vous ne connaissez pas le bêta, et donc vous avez un vrai problème pour calculer le T0. Alors heureusement, il y a un petit algorithme qui existe, qui est pas mal pour trouver ce T0, donc qui est le temps important, où on va quitter le régime exponentiel. On commence par se choisir un T0 arbitraire entre l'instant où on commence à mesurer et puis le temps de pic épidémique, voilà. Et puis vous faites une régression linéaire sur
l'incidence cumulée pour avoir justement le taux de croissance exponentielle. Et puis ensuite, entre ce temps t0 et puis le symétrique par rapport au temps de pic, vous allez faire une régression cette fois-ci linéaire sur la fréquence cumulée. On sait qu'on a une droite qui va bien représenter la fréquence cumulée autour du pic. Et puis donc, quand vous trouvez ces deux paramètres, donc pente et ordonnée à l'origine donc de cette droite, vous pouvez recalculer un nouveau T0 qui est donné théoriquement par cette formule ici que vous avez à gauche. Et puis donc, vous avez un nouveau T0, et puis donc, vous allez refaire du coup une régression linéaire, et puis refaire une régression linéaire sur X1 et sur log de X1, et ainsi de suite, et vous allez donc avoir un algorithme qui va converger. Donc, en fait, quand vous faites cet algorithme, donc vous prenez un exemple, un lambda 0 qui était celui qu'on avait trouvé donc, sur les courbes d'incidence de mortalité là, il y a un mois, et le R0 qu'on avait calculé donc, pour la France sur les courbes de mortalité, eh bien, vous voyez que le régime exponentiel qu'on calcule avec ce temps d'arrêt du régime exponentiel, et ici, donc on reprend le temps de début du régime linéaire, ça colle très très bien. Donc, quand vous remplacez la courbe de fréquence cumulée par son exponentielle, ça marche très très bien en termes d'approximation. Et pareil dans le régime linéaire, vous voyez que la droite que vous avez calculée avec ce petit algorithme, en fait, elle va très très bien aller chercher la courbe en fait, eh bien, de fréquence cumulée dans l'intervalle donc qui lui est dédié. Et donc, si vous comparez avec l'algorithme que je vous ai donné, donc les valeurs que vous calculez ici par rapport aux valeurs théoriques que vous deviez retrouver, eh bien, vous voyez que c'est la même chose. Et donc, vous avez un algorithme très fiable pour trouver sur les courbes effectivement d'incidence cumulée la sortie du régime exponentiel. C'est effectivement ça qu'ont ignoré délibérément effectivement eh bien, les auteurs qu'on a cités tout à l'heure. Bon. Donc, on sait qu'on a effectivement donc un décollage exponentiel, on sait ensuite qu'on a un régime linéaire, on sait parfaitement trouver le temps de recollement, et on sait montrer que les approximations exponentielles et linéaires fit très bien la courbe donc dans les temps qui sont dédiés. On sait également qu'on a donc un régime d'atterrissage exponentiel, et donc celui-ci, il faut trouver à partir de quand il commence. Alors là, c'est un petit peu plus dur, il n'y a pas vraiment de théorème à aller chercher, il y a plutôt une méthode graphique. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est assez simple. Donc, vous prenez votre droite là qui va approximer le régime linéaire. Vous prenez ce qu'on appelle ici la droite tangente, et bien à la courbe là quand on commence à finir, et bien l'intersection de ces deux-là, ça vous donne un temps. Et à partir de ce temps-là, vous allez dire que vous êtes en régime donc d'atterrissage exponentiel. Donc, vous calculez le taux d'atterrissage exponentiel par une petite régression linéaire sur cette quantité ici. Et donc, en fait, la théorie et la pratique vous disent qu'effectivement, il doit y avoir un régime exponentiel qui est bien vérifié. Et quand vous remplacez ensuite sur cette partie-là, eh bien, la courbe théorique par son approximation exponentielle, à nouveau, vous voyez que c'est quasi parfait et que donc vous avez une manière comme ça de retrouver le temps d'atterrissage exponentiel. Alors, on a vu qu'il y avait donc ici un décollage exponentiel, ensuite une droite. On voit ici sur la fin qu'il y a un atterrissage exponentiel, et entre les deux, il y a un petit morceau de courbe qu'il faut encore modéliser. Alors, comment il marche celui-là? Eh bien, en fait, bon, on va faire juste ce qu'on appelle un recolement par spline, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait un polynôme de degré 3 qui va recoller ici les points et les tangentes. Et donc, quand vous faites effectivement sur les courbes le recollage par spline, vous voyez également que vous avez une assez bonne coïncidence entre effectivement la courbe de spline que vous tracez ici, entre la fin du régime linéaire et le début de l'atterrissage exponentiel, et la courbe théorique ici. Et donc, vous avez une seule courbe de degré 3 qui va vérifier ces conditions donc, de recollement et de recollement des dérivés. Voilà. Et donc, globalement, donc, vous voyez que vous avez une courbe en 4 parties. Et donc, quand vous faites le recollage de ces 4 parties, donc décollage exponentiel, régime linéaire, spline et atterrissage exponentiel, eh bien, vous fitez parfaitement. Et quand je dis parfaitement, ici, c'est à 1,25% en différence relative, c'est très, très peu. C'est-à-dire que vous n'avez aucune différence entre, effectivement, la courbe théorique de l'incidence de la fréquence cumulée et ces 4 parties, donc, que vous avez retracées. Alors, non seulement ça marche ici sur les courbes qui ne sont pas perturbées, mais si vous perturbez votre courbe d'incidence, ce qui est le cas quand vous avez, effectivement, des mesures qui sont données par les données administratives hospitalières, eh bien, quand vous faites un lissage par convolution de cette courbe et que vous refaites ensuite le recollement par les 4 morceaux que j'ai indiqués tout à l'heure, eh bien, à nouveau, vous fitez quasiment parfaitement la courbe. Autrement dit, la méthode qu'on vous donne est extrêmement peu sensible, en fait, au bruit de mesure qu'ils vont avoir sur les données, donc, d'incidence sur les nouveaux cas. Voilà. Donc, vous avez effectivement ici une méthode qui marche très, très bien, qui est extrêmement fiable, extrêmement sûre, et qui vous dit effectivement que dans une courbe d'incidence, quand vous avez un modèle SIR qui rend compte d'une épidémie, quelles que soient les mesures que vous avez prises, en particulier si vous n'avez pas pris de mesures, eh bien vous voyez que effectivement il y a une fin au régime exponentiel et qu'on la calcule très bien et que la courbe on la maîtrise très bien. Il suffit de faire un peu de maths, c'est pas très compliqué. C'est des maths de première, deuxième année. Il faut être un peu imaginatif, mais il n'y a rien de techniquement très compliqué. Et donc en fait vous savez exactement ce qui se passe en termes de fin de régime exponentiel.
Donc, du coup, vous avez un algorithme très pratique pour les calculer. Il converge très très bien. Il ne dépend pas en plus de l'initialisation. Donc, tout ça est vraiment parfait. Et à la fin, vous recollez donc exactement les morceaux de ces courbes, comme vous le voyez ici sur les données non perturbées ou sur les données perturbées. Donc ça, c'est bien gentil, c'est du travail théorique. Donc, vous générez vous-même les données, et puis vous bricolez un peu, vous voyez que ça marche bien. Mais qu'en est-il des données mesurées, des données réelles? Alors là, il faut aller un peu chercher du coup des données d'incidence. Alors, les données d'incidence, c'est qu'à quotidien, sur Our in Data, ils ne sont pas très très bien faits, en particulier pour la France, parce qu'il y a des grosses irrégularités en fait sur eh bien, les données, avec des données négatives. Bon, c'est des reprises administratives sur les cas en fait qui ont été comptés plusieurs fois ou les erreurs qui ont été faites. Donc du coup, c'est pas vraiment exploitable. Et donc il y a une courbe qui est un peu plus exploitable que vous pouvez chercher sur le site de l'adresse. Hein, donc effectivement, qui est le fichier DD67 donc de type XL. Et donc là, en fait, vous avez depuis donc le 1er mars, en fait, effectivement, eh bien 2020, les données d'hospitalisation dues au Covid. Donc en fait, vous les tracez ici. Donc vous allez ouvrir le fichier, vous prenez les données, et donc vous avez ici la courbe d'incidence. Donc ça, c'est les nouveaux cas quotidiens. Donc vous faites une petite régularisation, comme on a l'habitude de la faire là, par une convolution. Et puis ensuite, à partir de ces courbes d'incidence quotidienne, eh bien vous tracez ici sur la gauche la courbe d'incidence cumulée. Donc ça, c'est les données réelles. Hein, elles viennent de l'adresse URL que je vous ai donnée, le fichier DD67. On en reparlera peut-être bientôt de ce fichier. Et donc, vous allez essayer de faire sur cette courbe d'incidence cumulée eh bien, les recollements que vous avez théorisés précédemment. Alors, donc, vous savez qu'il y a un régime exponentiel. Il y a effectivement autour du pic un régime linéaire, autour du pic d'incidence, le recollement par spin et puis l'atterrissage exponentiel. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'avec cette courbe, effectivement, qui vient des données réelles, vous avez un recollement possible par les 4 morceaux de courbe? Eh bien, la réponse, c'est oui. C'est oui, en fait, et ça marche même très, très bien. C'est-à-dire que vous avez ici, donc, quand vous prenez sur cette courbe expérimentale les 4 régimes que vous avez théorisés, vous avez un accord parfait. C'est-à-dire vous êtes à moins de 2% d'écart relatif. Et je peux vous dire, moi qui fais de la modélisation vraiment au quotidien, quand vous avez sur des données réelles, en fait, un modèle qui marche à mieux de 1%, c'est quasiment du jamais vu. Donc ça veut dire que vous savez parfaitement dire quelles sont les dates en fait d'entrée et de sortie dans les régimes. Et quand vous faites ça donc sur les données que vous avez, vous vous rendez compte que la fin du régime exponentiel, c'était le 22 mars. Voilà. C'était le 22 mars. Le pic d'incidence, c'est le 3 avril, ici. La fin du régime linéaire, c'est effectivement le pic d'incidence, c'était le 28 mars, et la fin du régime linéaire, c'est le 3 avril. Et la fin du régime de spin et le début de l'atterrissage exponentiel, c'était le 20 avril. Donc le 20 avril, ici, vous étiez déjà, en fait, eh bien, dans la fin de l'épidémie. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est absolument incontestable. Vous avez tout et vous savez donc que c'était pas la peine d'essayer de faire croire que le régime en fait exponentiel pouvait durer jusqu'au 20 avril. Le 20 avril, vous étiez déjà en fait dans l'atterrissage exponentiel et c'est tout simplement l'exploitation donc par les modèles donc des données réelles qui vous permet de le dire. Donc du coup vous pouvez à partir donc des mesures du coup du régime de décollage exponentiel et en fait d'atterrissage exponentiel, eh bien retrouver le R0. C'est une petite équation qui se démontre très bien. Vous avez ici ce qu'on appelle un point fixe. Et donc si vous allez chercher le R0, si vous avez le lambda 0, vous pouvez reconstruire le bêta, le gamma. Et vous voyez que par rapport au calcul qu'on avait fait sur les courbes de mortalité donc au printemps, eh bien on a quasiment des résultats identiques en exploitant la courbe effectivement des hospitalisations avec l'exploitation donc par morceaux effectivement de la courbe d'incidence cumulée. Donc en fait tout ça prouve qu'on est complètement dans le vrai. Vous avez deux méthodes complètement différentes, deux résultats qui sont effectivement très très proches avec des comparaisons théorie-expérience qui marchent à mieux de 1%. Si vous voulez, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Alors pour tous ceux qui sont curieux, vous pouvez refaire comme d'habitude les calculs sur le Google Colab. Donc ici à l'adresse URL. Et donc, vous pouvez aller effectivement sur cette adresse DNU0bis, en fait, et faire tourner les calculs comme d'habitude. Et donc, pour conclure, alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Roux, Masno et Crépet? Donc, ils ont commencé par calculer un régime exponentiel, eux, entre le 21 et le 28 mars. Ça tombe mal, on était alors exactement dans le régime linéaire, c'est ce que prouvent effectivement les modèles appliqués donc aux données réelles. Ensuite, ces auteurs ont cru bon de faire croire que le régime exponentiel pouvait durer jusqu'au 20 avril, manque de bol. Le 20 avril, on avait déjà passé le régime de spin, on rentrait exactement dans le régime de décroissance exponentielle. Et comme le faisait remarquer effectivement Toussaint, si le préprint avait été publié le 11 mai, donc là où les auteurs pensaient que le régime exponentiel allait continuer, eh bien le confinement aurait évité plus d'hospitalisation que l'ensemble de la population française. Voilà.
Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que les 3 auteurs donc, qui ont publié effectivement cet article ne comprennent absolument rien à la modélisation en épidémiologie, donc ils font n'importe quoi. Ils tracent des régimes linéaires quand ça les chante et ils les prolongent comme ça les chante sans aucune théorie derrière. En relayant cet article, donc la presse a tout simplement diffusé une fake news absolument non vérifiée. L'article n'a jamais été relu par les pairs. Moi, je viens de le faire et donc c'est juste pour vous dire que c'est un massacre. Et hélas, pour ceux effectivement qui croient en la science, en tout cas, quand il a lu cette partie donc de l'article devant la représentation nationale, le député Cédric Villani, eh bien c'est pour moi lourdement compromis, donc en relayant une étude qui n'avait absolument aucune consistance mathématique. Voilà, j'ai fini. J'ai été un peu vite, mais j'avais beaucoup de transparent et j'avais peur d'être un peu trop long. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une courbe, tout simplement, eh bien de fréquence cumulée, il y a toujours 4 parties dans le modèle SIR. Une croissance exponentielle qui dure pas très très longtemps. En France, c'était 3 semaines. Une partie linéaire, une partie donc cubique de spin, et puis un atterrissage exponentiel. Effectivement, l'atterrissage exponentiel en France, il avait commencé le 20 avril au printemps. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie tous pour votre attention. Micro. Alors, oui, mais écoutez, je ne pensais pas que j'allais apparaître à l'écran tout de suite. Alors, je pensais que ça serait Olivier. Merci beaucoup, Vincent. Écoute, comme toujours, c'est très à la fois compliqué et la conclusion est limpide. Je suivais un peu le chat en même temps que je t'écoutais. Et alors, j'ai un des internautes qui disait « Je commence à m'intéresser aux maths grâce à Vincent ». Merci. Et alors, évidemment, Florence de répondre « Oui, mais quand on a un bac littéraire, c'est cuit ». Bon, mais je crois que vraiment ça montre à quel point on a des chiffres qui sont manipulés, qui sont là pour nous induire en erreur finalement. On aura l'occasion d'en reparler sur des chiffres concernant la mortalité, concernant la vaccination. On en a déjà parlé dans les précédentes émissions, on va dire. Et donc, je pense que les autres vont arriver. Je ne sais pas si certains ont des questions. Voilà Olivier, qui est notre animateur du soir. J'ai quelque chose à dire. Vincent, magnifique présentation. Je ne te garantis pas qu'on la referait tous immédiatement parce que si on admire ton travail, je crois qu'on serait totalement capable de le refaire. Je crois que ce qui est quand même important à retenir, c'est que ça les a pas gênés de nous sortir une étude complètement fausse, nous donner des chiffres énormes en nous disant que grâce à ça, on avait évité des 60 000 morts passés et que, en plus qu'un député mathématicien qui plus est ose dire ça à l'Assemblée nationale, ça montre bien qu'il n'y a pas grand-chose qui les a arrêtés. Voilà. Quelles sont les réactions? Philippe, tu as des questions? Alors non, Philippe, il ne s'occupait pas des questions aujourd'hui, mais ma question que je me pose, c'est est-ce que M. Villani est au courant de cette analyse? Et dans ce cas-là, ça serait intéressant d'avoir une confrontation, parce que évidemment, c'est un débat d'experts de très haut niveau pour lesquels beaucoup ont du mal à suivre, mais c'est vrai que tous ces chiffres sont à la base de toutes ces théories de confinement, de couvre-feu. Alors ça serait vraiment intéressant d'en savoir un peu plus quand même. Oui, alors en fait, moi, mon sentiment, c'est que Villani a lu le rapport qu'on lui a donné. Et en fait, il l'a absolument pas vérifié. Il n'a pas vérifié les affirmations qu'il y avait dedans. Il n'a pas vérifié le modèle SIR qu'il y avait derrière. Il l'a jamais vraiment étudié, même s'il en parle lui-même. Et donc, moi, je suis très surpris qu'il ait accepté comme ça, sans rien dire, qu'il ait accepté de sortir des énormités dans ce truc-là. Oui, les régimes exponentiels existent dans les épidémies, mais la conclusion du travail que j'ai fait, c'est que ça dure très, très, très peu longtemps, en fait. Et donc, en fait, quand vous voyez, par exemple, des juges, moi, je me souviens de la Liberté dans les Landes, où le juge disait, oui, il n'y a pas beaucoup de cas pour l'instant, mais mon Dieu, on est en régime exponentiel. Là, bientôt, ça va être une catastrophe. Il va y avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens, etc. C'est jamais vrai, en fait. Et moi, je suis très surpris que les mathématiciens ne soient pas plus penchés sur ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, bon, oui, c'est un peu technique, si vous voulez, mais très honnêtement, pour des mathématiciens, c'est pas très, très non plus compliqué. Il n'y a pas de gros théorèmes, c'est plus des astuces. Effectivement, le fait que d'abord Villani se soit, à mon avis, imprudemment engagé dans la lecture d'un rapport qu'il n'a pas du tout supervisé et qu'il a lu, et qu'ensuite les journalistes aient diffusé cette fausse information sur les 60 000 sauvés, si vous voulez, c'est extrêmement inquiétant. Et en fait, quand on fait les choses sérieusement, de toute façon, la vérité étant ce qu'elle est, les maths ne pouvant pas dire autre chose que la vérité, bon, bah voilà, vous ne pouvez pas vous en tirer difficilement. Ouais. Oui, effectivement, c'est très, très intéressant. On te remercie beaucoup. On salue, on accueille au passage Caroline qui vient de nous rejoindre. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Tu vas parler en troisième.
On est heureux de te retrouver là-bas. Je te demanderai de te présenter juste avant ta présentation. Moi, je serais d'avis qu'on demande à notre ami Frédéric d'intervenir tout de suite. Et pour je peux dire juste les questions du débat à la fin. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est dommage que Laurent Toubiana n'ait pas pu être là ce soir, parce que si vous allez voir sur le site de l'IRSAN, donc son site IRSAN, le 11 mars 2020, il avait prévu la fin de l'épidémie. Alors, je me rappelle pas de la date, mais il s'était quasiment pas trompé. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il a utilisé les mêmes calculs que Vincent. Il faudrait lui demander. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Donc, regardez sur le site de l'IRSAN, IRSAN, le 11 mars, il avait prévu. Ça s'appelle une épidémie déconcertante. Si vous tapez ça, vous allez tomber dessus. Voilà, c'était prévu depuis le 11 mars 2020. Oui, tout à fait. Ça veut vraiment dire que c'est important qu'il y ait ce conseil scientifique indépendant, puisqu'il n'a pas l'objectif de valider les positions du gouvernement, mais au contraire de vous éclairer tous pour vous permettre tous de savoir ce qui se passe réellement. Et là, effectivement, le dernier CSI, on avait démonté un peu quelques piliers importants de la théorie. Et là, ce soir, je vois qu'on continue. Bien, alors si je peux me permettre, Olivier, comme je regarde un petit peu les commentaires, c'est vrai qu'il n'y a pas de questions des internautes pour Vincent parce que c'était un sujet assez technique, mais j'ai adoré voir à quel point on a des internautes qui se retrouvent tous les jeudis soirs. Tu disais c'est important qu'on ait le CSI. Eh bien, c'est important aussi pour ces internautes parce que c'est un peu comme le café du coin. Ils se retrouvent tous les jeudis et ils discutent, ils se reconnaissent, ils s'envoient des infos et finalement on crée du lien encore une fois indirectement à travers tous ces gens et je trouve ça particulièrement sympathique. Voilà. J'aurais voulu ajouter quelque chose, c'est que moi j'aurais bien aimé que les mathématiciens, plutôt que de voir si des vies ont été gagnées par le confinement, c'est combien de vies ont été perdues par le confinement à domicile, de par l'absence de soins, le retard de soins. Et ça, on n'en parle pas, c'est comme si c'était un peu tabou. Or, on le sait tous, qu'à force de dire ne plus aller voir le médecin, d'appeler le 15, etc., de racheter chez soi, ça a tué beaucoup de personnes qui avaient des pathologies chroniques ou même des pathologies aiguës, des infarctus. Et ça, on va le savoir petit à petit. Et là, j'aimerais bien que les mathématiciens abordent ce sujet. J'ai lu un article, Philippe, à ce sujet qui disait qu'il y avait au moins autant de morts à cause du retard de diagnostic ou des gens qui n'ont pas pu consulter, qui n'ont pas pu être pris en charge à l'hôpital parce qu'on les acceptait pas, etc. Il y avait au moins autant de morts que de morts du Covid. Alors on aura des chiffres plus précis plus tard, mais voilà. Et je peux vous dire, j'aurai l'occasion d'en parler. Je viens de faire un article sur la vaccination chez l'enfant, mais à Toulouse, les psychiatres de l'hôpital de Toulouse s'inquiètent car on a des enfants de 6 ans qui font des tentatives de suicide par pendaison. On a des choses absolument horribles et que dire des adolescents. Le nombre de suicides, de tentatives de suicide des adolescents est absolument monstrueux. Les services de psychiatrie sont tous en alerte et je pense que là aussi, quand on fera les comptes, on se rendra compte que les contraintes sanitaires ont tué beaucoup plus qu'elles n'auraient soi-disant pu sauver. Oui, tout à fait. Et c'est l'aspect des effets secondaires du confinement, mais on sait aussi maintenant que le confinement, le fait de mettre des gens en bonne santé avec des gens malades, a une conséquence immédiate, c'est de déclencher et d'aggraver. Raoult en a reparlé, je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, moi je propose qu'on demande à notre ami Frédéric, puisqu'on parle des problématiques d'adolescents qui se suicident, de prendre la parole et de nous parler avec toute son expertise et sa sagesse. Je suis d'ailleurs très heureux qu'il ait accepté de venir et merci beaucoup Frédéric. À toi la parole. Merci de m'avoir invité. La vision des choses. Je trouve tout à fait intéressant de passer après Vincent Pavant parce qu'on a des domaines complètement différents. Lui, c'est les mathématiques et les courbes. Moi, j'ai pas de courbes, mais je fais de la psychiatrie, mais on va tous arriver à la même conclusion que il y a des choses absolument anormales qui se passent et qu'à tous les niveaux, on est manipulé. Donc moi, je reçois des gens qui sont atteints de stress post-traumatique. Depuis une douzaine d'années, je me suis vraiment orienté vers cette prise en charge. Donc les gens que je reçois sont victimes de stress intense et ou de stress chronique qui vont créer des désordres psychologiques en eux. C'est comme si, en informatique, là, on allait, avec un virus, aller mettre le bazar dans une série de fichiers. Et il se trouve que souvent, ça ne reprend pas place spontanément. Et donc, le rôle du psychiatre, c'est d'observer ce qui a été dérangé dans le psychisme à cause du stress et des traumatismes pour se frayer un chemin thérapeutique une fois qu'il aura
et des hypothèses sur ce qui a été dérangé, il va pouvoir déployer des outils thérapeutiques pour essayer de restaurer ou de réparer un certain nombre de fichiers qui ont été abîmés. Donc, dans les stress chroniques, on voit tout ce qui est harcèlement, abus dans l'enfance, tous les phénomènes d'emprise, que ce soit infantile, conjugale, etc. Et les gens qui ont été victimes sont généralement victimes d'une communication qui est tout à fait pervertie. Donc on va devoir s'intéresser à la communication, et d'ailleurs avec les patients, de temps en temps, on fait du profilage d'agresseurs pour qu'ils comprennent bien les ressorts de cette communication et comment ils ont été manipulés. Une fois qu'ils en prennent conscience, déjà, c'est intéressant et on peut bien travailler avec eux. Slide suivante. C'est moi qui fais, je ne sais pas. Ouais, suivante. Donc le psychiatre est un observateur et il est un acteur quand il va commencer à faire de la thérapie. Donc en communication, j'ai scindé artificiellement en deux types de communication. Une communication qui serait harmonieuse, alors qui n'existe pas, et une communication qui serait pervertie, mais c'est en réalité plusieurs types de communication qui sont pervertis. La communication harmonieuse, ça serait donc un émetteur A qui correspond avec un récepteur B, les deux étant alternativement émetteur et récepteur, et qui vont échanger un message. Pour que la communication soit harmonieuse, il faut que chacun respecte l'autre, évidemment, qu'on ait un minimum de maîtrise des émotions, puisque si on est dans la colère et qu'on s'engueule, il n'y a pas grand-chose qui passe, dans le but d'échanger une information, et il faut évidemment s'assurer du respect des droits et des besoins de chacun. Donc dans une communication idéale, on aurait un message émis qui est à peu près équivalent au message reçu. Ça requiert des qualités et de l'émetteur et du message qui doit être clair, net, précis. On ne doit pas inonder son interlocuteur d'informations qui vont dans tous les sens. En opposition à la communication harmonieuse, on a une communication qu'on pourrait dire pervertie, où là, on va essayer de faire pression, d'apeurer, d'intimider, de menacer ou de tromper son interlocuteur dans le but d'obtenir quelque chose. Il n'y a pas de communication idéale, et on fait tous des erreurs, on a tous un certain degré de perversion dans notre façon de communiquer. Là où on la repère, c'est que le recours aux artifices de communication sont fréquents, voire récurrents ou systématiques. Et on va voir ces artifices. De quoi on s'est servi dans cette crise? Alors, les artifices peuvent faire action soit sur le récepteur, celui qui va recevoir l'information, ou directement sur le message. Sur le récepteur, on fait le plus gros impact, c'est celui de la peur. On a eu une communication de terreur. On a tous cru au début qu'on allait mourir. Et chaque jour, on nous a répété à longueur de journée qu'on allait faire face à quelque chose d'absolument terrible, qu'il ne fallait plus sortir de chez soi. Il y avait une course dans la communication du nombre de morts, des images absolument spectaculaires de transferts de malades par les trains, d'hôpitaux à hôpitaux. Enfin, c'était vraiment une apocalypse. Donc on a une répétition de ce message, on est complètement saturé par ce message menaçant, ce message de menace de mort, avec une abstraction sélective. Alors, c'est un peu barbare, mais c'est un effet loupe. Vous mettez le focus sur une information qui est une information plutôt extraordinaire, et ce focus fait que vous n'allez plus voir, c'est comme un effet loupe, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté, il y a une élimination de tous les autres messages. Donc vous isolez un élément, par exemple la jeune fille de 16 ans qui est décédée, et puis vous ne parlez que de ça, et vous généralisez, ce qui fait qu'on a l'impression que le virus, c'est un virus qui attaque les jeunes. Bon, voilà un exemple de recours à la peur avec abstraction sélective et généralisation. On a également très très fortement culpabilisé les gens. Je rappellerai brièvement l'histoire de Noël et du papy-mamie qui doivent aller à la cuisine parce qu'il ne faut pas les contaminer. On les a infantilisés, et je pense en France particulièrement, on les a infantilisés avec l'histoire des autorisations, donc ces papiers qu'on rédige ou qu'on charge et qu'on se fait à soi-même pour avoir le droit de circuler autour de chez soi pendant 1 heure en étant masqué. Enfin, c'est absolument inimaginable.
Et puis la sanction. La sanction, c'est, attention, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous prenez une prune. Et puis une bonne prune. Ce mélange de peur intense avec culpabilisation, infantilisation et sanction, c'est ce que moi j'appelle le cocktail lithique, c'est le cocktail mind killer. C'est extrêmement efficace et assez rapidement. Il faut se dire qu'on a vécu, qu'on vit encore au bout d'un an dans ce régime de terreur. J'ai vu le dernier message qui passe, c'est complètement scandaleux. On peut avoir une action sur le message avec l'usage du non-sens. Et là, il y a une foultitude d'exemples, et en particulier sur le type de mesures sanitaires qui ont été prises. On a été tellement abreuvé de consignes et de contre-consignes que ça faisait rire certains, qu'il y avait pas mal de blagues qui circulaient, tellement ça n'avait pas de sens. L'usage du non-sens est fait pour noyer l'interlocuteur. Vous donnez tellement de choses qui sont en contradiction que vous ne savez plus qui croire, et ça lisse l'information par le bas, plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de valeur. Il y a, pour agir sur le message, ce que j'ai appelé un néo-vocabulaire, par exemple les clusters ou les variants, il y en a beaucoup d'autres. Alors néo, pas dans le sens de nouveau, ce sont des mots qui existent, simplement, ce sont des mots qu'on a rendus accessibles à la majorité. Cette majorité ne connaissait pas ces mots-là. Ils ont été créés dans un climat de peur intense, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va les prononcer, les mobiliser, ils vont traîner avec eux la peur, le climat dans lequel ils ont été énoncés. Il y a eu le langage martial également du président dès le départ qui a contribué à faire peur à tout le monde avec le fameux « nous sommes en guerre ». Avec le nouveau vocabulaire, il y a les pseudo-concepts. Et le pseudo-concept, c'est extrêmement retors, extrêmement pervers, parce que ça oriente le débat vers des choses absolument sans importance, mais qui viennent instiller dès le début le mode de sortie prévu. Par exemple, le monde d'après, moi j'ai été sidéré de voir qu'en début d'épidémie, on avait une virose saisonnière assez classique, et on nous parle du monde d'après. Et là, vraiment, ça m'a posé question et j'ai tiqué. Pourquoi faire ça? Pourquoi annoncer cette chose-là, tout comme la vaccination qui, un mois plus tard, était déjà annoncée comme solution certainement intéressante? Donc, il y en a d'autres. Il y a éradiquer le virus. Je vais passer là-dessus. Le rôle de ces artifices, c'est vraiment de supprimer le débat. On va vous orienter vers un mode de réflexion qui, en fait, ce sont des sujets tout à fait secondaires. On va vous priver des véritables débats d'enjeux sociaux. Les autres artifices, pour aller rapidement, il y a le mensonge. Il y a eu énormément de mensonges, premièrement sur les masques, mais il y en a eu plein après. Et puis, il y a un phénomène tout à fait étrange qui est le phénomène de divination de Madame Soleil, de la lecture dans le marc de café. C'est la prédiction. On sait très bien, tout le monde l'a dit, enfin tous les virologues l'ont dit, qu'on ne pouvait pas prévoir l'arrivée ni même le départ des virus. Mais là, on nous a prédit le nombre de morts. Vincent en a parlé brillamment. Et puis, la date des vagues. Et la date des vagues, et même la date des confinements. Je n'avais pas de réseau, pourtant, j'ai été informé un mois avant de la date du deuxième confinement, comme si on lisait, on chuchotait à l'oreille des virus ce qu'ils devaient faire et ce qui allait se passer. Donc le but, on l'a vu, c'est véhiculer la peur, supprimer le débat en l'orientant vers des impasses ou en déviant des véritables questions de société. Et il y a des éléments qui ont augmenté, qui ont aggravé ces choses-là, ces artifices, c'est le confinement. L'isolement social qu'on a vécu est absolument dramatique, parce que dans un contexte émotionnellement aussi délétère, il ne permet pas de restructuration cognitive. On n'a plus d'échange avec les gens, donc on reste avec sa peur et on ne peut quasiment pas en parler. Et ce confinement, cet isolement social crée de la dépression, crée de l'anxiété. C'est d'ailleurs classé dans les tortures sur la charte de Biederman. Et puis, en plus du confinement, il y a l'étiquetage. Et ça aussi, c'est une arme absolument redoutable. On a vu déjà quand on nous avait supprimé le débat, mais là, on supprime le débat en disqualifiant toute voix discordante. Vous en parlez à chaque fois. C'est tous les gens qui ne relaient pas la doxa sont systématiquement disqualifiés. Alors, un coup complotiste, un coup fantaisiste ou charlatan. Ça veut dire, vous n'êtes pas digne de débat, nous ne voulons même pas débattre avec vous, on ne vous valide pas, et donc on n'échangera pas d'arguments. Les gens qui étiquettent comme ça sont des gens qui ne donnent pas d'arguments. D'ailleurs, ils sont dans l'anti-communication. Le rôle des médias,
Je passe rapidement, ça fait casse de résonance, mais ça, c'est pas nouveau. On a eu droit à un matraquage qui a occupé tout l'espace, les images et les spots choc. Oui, le premier spot, j'ai cru que c'était un gag. Donc, je suis allé jusqu'au bout pour vérifier que, ben non, c'était pas un gag, mais je pensais vraiment que c'était une parodie. Ces spots choc répétés tous les jours vont majorer la sidération. Il y a l'effet hypnotique de la télé, les réseaux sociaux, je ne les ai pas mentionnés, mais ça existe. Et puis, il y a la censure des médias. On ne passe pas n'importe où si on n'est pas de l'avis de la majorité. Et puis, toutes les invitations de spécialistes sur différents plateaux qui ont aussi fini par discréditer tout avis scientifique, à mon avis. Sur la slide suivante. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait sur le cerveau? Ben, le cerveau, c'est un truc qui est bien foutu et qui se protège. Donc, il va réagir à une agression de différentes façons. Classiquement, il y a 3 façons de réagir. Il y a la fuite, quand vous pouvez. Imaginez que vous êtes agressé, mais si vous pouvez, vous fuyez. Ou alors, vous allez combattre. Vous jetez sur votre agresseur et vous combattez. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Soit que le danger soit vraiment imminent avec un vécu de mort ou qu'il soit chronique. Et là, il y a une sidération, ça ne se commande pas. Vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir, personnellement, si ça vous arrive. Et la sidération, donc c'est un mécanisme de défense, mais ça va scinder le cerveau en 2. Il va y avoir ce qui est de l'ordre de la défense, de ce qui est neurovégétatif, et qui va vous protéger. Mais ça va vous couper des fonctions supérieures. Ça veut dire que vous n'allez plus pouvoir réfléchir normalement en vous mettant à l'abri de vos pensées les plus négatives et de vos émotions les plus négatives. Et tant que va persister la menace, cette sidération peut rester. Alors, les gens n'en ont pas conscience parce que dans les autres domaines de la vie quotidienne, ils vont pouvoir se comporter tout à fait normalement. Mais quand il va être question de la pandémie ou qu'on va leur parler de clusters, etc., ils vont repasser en mode de sidération. La conséquence est la création d'une mémoire traumatique avec donc, des comportements automatiques, puisque l'intelligence est débranchée, et des comportements de sécurité qui ne sont pas rationnels, puisqu'ils échappent à la réflexion. Et on le voit de plus en plus avec le port de masque en voiture, par exemple, où là je suis à Biarritz, le port de masque sur la plage, c'est complètement débile. Il n'empêche qu'on voit pas mal de gens, et là on se dit, qui portent le masque dans ces endroits-là, et là on se dit, vraiment, ils ont très peur. Les conséquences à long terme, c'est que quand on laisse un organisme avec un tel stress, on crée un chaos mental. On ne rebranche pas la réflexion, donc un chaos mental, vous en arrivez à oublier votre base cognitive, c'est-à-dire toutes vos certitudes, tout ce qui vous fonde par sidération, épuisement, anxiété, dépression, impuissance apprise et surtout l'isolement. Et il y a un principe, qui est le principe d'homéostasie, qui veut que tout organisme agité, en état d'agitation, aspire au retour au calme. Et au bout d'un moment, il y a vraiment une grande aspiration au retour au calme. Et la solution apportée pour le retour au calme peut être un référentiel nouveau qui va trouver naturellement sa place. Et c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Si vous apportez une solution, que ce soit la vaccination ou autre chose qui promette le retour au calme, tout le monde, la majorité, va agréer, pensant en plus que c'est dans son intérêt et presque c'est elle qui a imaginé la solution. Donc ça ne pose généralement pas de problème. Ça me fait penser en clinique à des choses qu'on voit par exemple chez des gens qui ont été sous l'emprise de sectes. C'est ce que j'appelle le cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est le fait que même si l'agresseur n'est plus là, il a eu le temps d'injecter ses propres pensées dans votre psychisme à vous, et il va aller le coloniser. Donc, il y a des victimes d'emprise, par exemple de violences conjugales. Les conjoints ne sont plus sous influence, ils sont libérés de la menace immédiate. Néanmoins, ils vont continuer à développer des pensées qui n'étaient pas les leurs, mais qui sont devenues les leurs, qui croient être devenues les leurs. Par exemple, je vaux rien, je suis nul, je rate tout, qui sont les pensées assénées par l'agresseur et que la victime a fait sienne. Donc c'est le cheval de Troie. La conclusion de ce petit exposé, c'est que je pense qu'on a créé une mémoire traumatique collective qui permet d'adhérer à un nouveau programme.
là, c'est le programme qu'on nous propose, on aurait pu nous en proposer un autre. Et cette mémoire est activable. Et je me demande si à Bordeaux, on ne fait pas un test d'activation de cette mémoire, puisqu'il y a eu l'annonce d'un virus, d'un variant rare. On n'a pas dit s'il y avait des malades, on n'a pas dit s'il y avait des morts, mais on a proposé la vaccination et apparemment tout le monde court pour se faire vacciner. Donc c'est un réflexe acquis. Entre-temps, il y a eu la dissolution de nos droits fondamentaux qu'on n'a toujours pas récupérés, pour plus de sécurité sanitaire. Ça fait partie du nouveau logiciel ancré dans les esprits. Il ne faut pas prendre le risque, et surtout pas prendre le risque d'attraper un virus, qui pourtant est peu mortel. Enfin, on a suffisamment de recul maintenant pour en penser quelque chose. Il y a eu aussi, comme conclusion fâcheuse, le discrédit de la médecine de terrain en faveur d'une technomédecine d'algorithme et qui est gérée par le haut. Et puis en conclusion de tout ça, moi j'ai toujours pas trouvé un argument scientifique qui me convainque pour justifier des mesures privatives de liberté qu'on continue à vivre aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Oui, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric pour cet exposé. Je pense que c'est tout à fait clair et en quelques minutes, tu nous as retracé exactement tout ce que l'on a vécu, tout ce qui a été difficile. Et je retiendrai quand même des mots très importants comme le principe de la torture, c'est-à-dire que ce qui a été utilisé est classifié de type de torture. Là aussi, le principe qui a été utilisé, qui est une technique de secte, et la fabrique progressive du consentement. Et on voit aujourd'hui énormément de jeunes, de gens qui disent « Bon, moi, je vais me faire vacciner pour pouvoir revoyager. » Il y a une telle lassitude. Et je trouve que ce que tu décris est tout à fait clair. Et ça nous permet vraiment de comprendre bien ce qui s'est passé. Et effectivement, on a malheureusement des variants et on a surtout notre Olivier Variant qui est particulièrement redoutable, notre ministre. J'ai eu une surprise avec des patients qui étaient victimes d'emprise et qui étaient suffisamment avancés en thérapie pour avoir du recul. J'avais peur qu'ils s'aggravent dans ce contexte-là et c'est eux qui m'ont dit « Je reconnais les techniques qu'on a utilisées avec moi et je ne suis pas dupe ». Oui, ça c'est tout à fait formidable. Bien, je vous laisse réagir tous avant que l'on passe à la présentation de Caroline. Alors moi, je voulais parler un petit peu de la prise en charge finalement de ce stress post-traumatique. Et il y a deux façons de prendre en charge. Il y a la prise en charge médicamenteuse et des prises en charge non médicamenteuses, hypnose, EFT, etc. Et ce que je crains, c'est que l'immense majorité des patients se mettent à consommer de plus en plus d'antidépresseurs et anxiolytiques. Et ça sera finalement une deuxième victoire de l'industrie pharmaceutique, c'est que finalement cette crise va faire fleurir les chiffres d'affaires de nos industriels. Oui, certainement, oui. Enfin, moi, je prescris, je pense, de moins en moins, mais néanmoins, les tableaux étant tellement sévères, je suis obligé de prescrire certaines fois. Et c'est difficile de soigner avec des thérapies, en tout cas pour ceux qui vont développer des stress post-traumatiques liés aux mesures qu'on a vécues, tout simplement parce que l'agresseur est toujours en place. Oui. Et on ne fait pas de thérapie. Les gens qui sont dans les sectes, on ne fait pas des thérapies. On attend quand même qu'ils en soient sortis, puisque la parole du gourou est impossible à remettre en question. Oui, le gourou, effectivement, le gourou qui est toujours présent. Louis, tu voulais intervenir ? Oui, merci beaucoup Frédéric, parce qu'effectivement, les toutes premières vidéos que j'ai faites au moment de la création de Réinfo Covid, elles avaient trait à ce qu'on avait appelé une scansion traumatique médiatique, c'est-à-dire le fait qu'on vous tape dessus tous les jours, bam, 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 à intervalles réguliers. Et pour moi, ça m'avait rappelé toutes les techniques finalement hypnotiques qu'on utilise au bloc opératoire finalement en anesthésie, qui normalement sont respectueuses de la personne. Et là, on avait des techniques hypnotiques extrêmement directives, extrêmement brutales, qui créent une brèche dans la pensée des gens et qui permettent d'y engouffrer n'importe quel rationalisme morbide, n'importe quelle finalement concaténation de concepts pour arriver à la fin à dire cette épidémie est très grave, la seule solution sera le vaccin, quoi. Et puis entre-temps, on a chanté tout ce qu'il y avait entre les deux et que ce soit répété tous les jours avec un renforcement extrêmement important. Finalement, moi, j'ai reconnu toutes les techniques. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été le premier warning. Ça a été sur quelque chose de psychologique, en fait. Une espèce de vraie agression psychologique. Et j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui se sont prémunis de ça simplement en éteignant la télé. Et quand on regarde le niveau de résilience des gens, ceux qui ont réussi à se couper de leur bourreau,
effectivement, on réussit à reprendre de la résilience, à retrouver goût à la vie, à toucher des arbres, leur potager, discuter avec leurs voisins. Alors que ceux qui restaient hypnotisés face à BFM, en gros, hein, et Salomon, Exactement. eux allaient très très mal. Donc moi, la question qui me vient naturellement, c'est mais comment est-ce qu'on peut aider à guérir ça? C'est dans ma vision de soignant des choses, puis parce que j'ai l'impression que cette crise, le bout évolutif, c'est une réconciliation. C'est pas d'écraser l'ennemi au talon, ou les gens qui pensent pas comme nous, c'est plutôt d'aider à guérir pour diminuer le niveau de violence. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Ballet? Alors, je pense que pour l'instant, on commence la phase de l'apaisement, puisqu'il y a la solution qui est mise en place, donc les gens ont un peu moins peur, ils sont persuadés qu'on va sortir de la crise, et même si on a perdu de nos libertés, c'est pas grave, hein. La priorité, c'est de ne pas être malade. Il faut faire ce qu'on peut, et la première chose, c'est effectivement d'éteindre la télé, parce que c'est très nocif. Même quand on ne croit pas à ce qui est raconté, si on l'entend, si on est branché sur BFM et qu'on entend 15 fois par jour le même message de danger, ça rentre quand même dans le cerveau et on finit par y croire. Et c'est ce que vous disiez là, c'est renouer avec des choses simples, avec la nature, le potager, voir les gens, faire enfin prendre soin de soi, hein, tout simplement. Et le référentiel, on le maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on est dans le monde dans lequel, enfin le monde qu'on nous propose, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Néanmoins, à l'intérieur de ce référentiel, on peut faire attention à tout un tas de facteurs. On peut faire du yoga, de la méditation, du sport, bien manger, etc., etc. Et voir des gens, surtout. Voir des gens. Et échapper à l'isolement, pour moi, c'est la pire des tortures. Et d'ailleurs, là, le vaccin, c'est quand même un chantage à la vie sociale. Et ça, c'est inacceptable. C'est un apartheid social. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et Louis, je me souviens très bien d'un des tout premiers vidéos que j'avais vu de toi où tu disais on fouette la mémoire traumatique des enfants. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on essaye de faire nous en médecine ou en thérapie, qui consiste à prendre les personnes au fur et à mesure de l'accompagnement et de les amener justement à sortir de leur traumatisme. C'est comme si là, on avait remis globalement l'ensemble des populations dans toute la souffrance d'enfance. Et c'est comme ça qu'on peut voir d'ailleurs cette forme de soumission qui est assez générale dans la population, qui est assez sidérante même. Eric, est-ce que tu as quelques remarques venant des questions ? Oui, je crois qu'il y a Emmanuel qui avait une question déjà à Frédéric, et puis après, je vous donnerai 2-3 petites remarques. Oui, bonsoir, j'avais une question par rapport justement aux enfants. Est-ce qu'on connaît à peu près l'étendue finalement de ce stress post-traumatique chez les enfants? Est-ce qu'on peut par exemple penser que des très jeunes enfants comme des bébés peuvent être victimes en fait de tout ça ou pas? Je ne peux pas répondre parce que ma patientèle est une patientèle d'adultes, je vois quelques ados et il faudrait voir ça avec les confrères pédopsychiatres qui doivent certainement faire très attention à ça et qui semblent alertés par l'éclosion de pathologies et d'actes auto-agressifs chez des jeunes enfants. Et là, je ne peux pas répondre, moi, personnellement. C'est des personnes que je ne vois pas. D'accord, merci. Oui, sans répondre directement à ta question, Emmanuel, je rappelle ce que j'ai lu il y a quelques jours d'un professeur de psychiatrie pédiatrique du CHU de Toulouse qui explique qu'il y a des enfants de 6 ans qui font des tentatives de suicide par pendaison. C'est juste invraisemblable et presque incroyable. On se dit, mais si ça venait pas d'un patron d'un service hospitalier, je dirais c'est encore un fake ou on exagère. Mais non, malheureusement, on n'exagère pas. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'était Julien qui est prof d'éducation nationale qui disait dans le chat je constate chaque jour la détresse des adolescents à qui on administre quotidiennement une dose de fabrique du consentement. J'aime bien cette phrase et cette réflexion voilà, et qui rejoint ce que disait Frédéric. La fabrique du consentement, c'est vraiment inquiétant. Et Evelyne nous disait j'oscille entre phase de colère et de dépression. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de nos patients qui sont et de beaucoup de gens où on voit certains qui sont recroquevillés chez eux et d'autres qui sont malheureusement dans une espèce de violence verbale et parfois physique. Et on a vraiment l'impression que la violence s'exprime de plus en plus dans la société et ça aussi c'est inquiétant. Moi j'éprouve une immense colère et une immense tristesse à chaque fois que je croise des collégiens ou des lycéens qui vont faire de l'éducation physique et qui sont à la queue leu avec leur masque parce qu'on leur impose de mettre des masques. Ils sont à l'extérieur, ça craint absolument rien, tout le monde le sait, mais on est obligé de faire comme ça.
parce que si on dit qu'il faut mettre des masques à l'extérieur, on les met pour respecter la règle. Oui, c'est vraiment une école de soumission. Jean-Dominique, tu voulais intervenir un instant avant qu'on laisse la parole à Caroline. Oui, très volontiers. Vraiment, je recommande à tout le monde de lire les écrits de Frédéric qui sont juste passionnants. Et cette manière de faire danser les gens au bout d'un fil en permanence avec des nouvelles menaces, des mesures absurdes, un déboussolement. Mais il y a une question en particulier qui me brûle les lèvres et que j'avais envie de te poser, c'est celle de l'étude de Mera. Cette extraordinaire escroquerie qui est sortie dans le Lancet, dont on espérait de notre côté que ça allait mettre un terme à la cabale contre l'hydroxychloroquine, en fait, c'est eu l'effet absolument inverse. Et ce que je vous dis, c'est quand on veut faire une escroquerie, on ne fait pas quelque chose d'aussi mal foutu. Tu vois ce que je veux dire? On camoufle les données de manière suffisante pour que ça ait l'air crédible. Or là, il y a eu un canular d'une ampleur absolument sans précédent qui, normalement, aurait dû mettre un stop à toute la campagne contre l'hydroxychloroquine et qui, en fait, donne l'impression d'avoir ouvert toutes les portes vers le sans limite, comme s'il n'y avait aucune référence d'aucune sorte qui tenait. Alors, je m'interroge beaucoup pour savoir si c'était volontaire ou pas, parce qu'a priori, non. Quand on monte un mauvais coup, on ne le fait pas comme ça. Mais a posteriori, je suis obligé de me dire que c'était assez magistral comme extermination de toute opposition. Quelle serait une lecture possible de ta part par rapport à cet élément en particulier? Je pense que très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu constater que jeter le doute sur l'honnêteté des gens qui ont été démocratiquement élus n'était pas possible. Et je pense particulièrement aux anciens, qui ont un respect peut-être plus grand ou plus systématique de certaines valeurs, en tout cas de valeurs de la règle et de l'obéissance. Et au bout d'un moment, on peut dire qu'on a raconté des bêtises, on peut dire que, par exemple, on peut dire que le vaccin ne protège pas, on peut dire que c'est pas la seule solution et que néanmoins, il faut aller se faire vacciner. Plus personne ne relève. C'est encore une histoire de déconnexion cérébrale, plus personne ne relève. Donc on peut maintenant avouer n'importe quoi, ça ne modifie pas les choses tant qu'au sommet de l'État, de nouvelles règles ne sont pas édictées pour dire maintenant vous pouvez enlever les masques, maintenant vous pouvez faire ci ou ça. Il y a une incapacité à remettre en question la parole des gouvernants. Bien. Merci beaucoup Frédéric. On va redébattre encore après. Je voudrais maintenant accueillir Caroline. Caroline, bienvenue, tu nous as rejoint. Je vais te passer la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire le thème de ton intervention? Bonjour Caroline. Alors, bonjour. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Me présenter en quelques mots, je vais essayer. Donc voilà. Ceux qui me connaissent savent que faire court n'est pas nécessairement ma spécialité. Donc moi, je m'appelle Caroline van der Meren. Je suis belge. Alors vous m'excuserez si de temps en temps je mets des belgicismes au milieu de la présentation. Et donc voilà, moi je suis actuellement indépendante et je conseille en fait dans le pharma et les biotech. Ce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui les aiment beaucoup. Moi, je les aime bien. Voilà, ils ont leurs qualités, leurs défauts et ça dépend. Il n'y a pas tout acheté. Et je fais surtout de la gestion du changement, de la qualité et de la performance. Donc, je les aime bien, mais je connais leurs défauts. Et voilà. Et puis, ça fait, je pense, un peu plus d'un an. Oui, plus d'un an que justement, face à la façon dont la crise a été, où ça a commencé à être présenté, en tout cas en Belgique, puis en France, avec ma formation de base et mon activité, je me suis dit, mais voilà. On est vraiment sur de la gestion par la peur. C'est une catastrophe. Ils vont traumatiser les gens. Et donc, j'ai commencé à faire un petit travail de mon côté, de présenter des choses pour qui voudrait les lire et pour créer du questionnement, ce qui permet de sortir de cette emprise de la peur et de revenir dans un état de réflexion, quel que soit là où les personnes arrivent avec leur réflexion. Moi, mon objectif, quelque part, c'est que les gens se posent des questions et puis se fassent leur propre opinion et ne soient pas dans l'écoute simple de ce qu'on dit et la répétition. Voilà, ça c'est ce que je fais depuis un an.
un peu en mode bénévole. Et ici, je vous remercie pour l'invitation, puis je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que je pourrais dire. Et en fait, je me suis dit que j'avais envie de vous expliquer un peu pourquoi la situation, quelque part, moi, je veux dire, en tout cas, d'un point de vue épidémiologique, ne me stresse pas et que je suis convaincue que ça finira par bien se passer. Même si je dois avouer que ça fait 1 an que je peste parce que dans les formations, je donne des formations sur la gestion des risques et la résolution de problèmes, et que une des choses que je dis dans mes formations, c'est que quand les données ne sont pas fiables, il vaut mieux ne pas faire les analyses pour éviter d'induire des biais. Et là, je dois dire que ça fait 1 an que j'observe la quantité d'analyses à partir de données qui sont absolument affolantes en termes de qualité et qui conduisent à prendre des décisions alors qu'en fait, c'est juste que les données sont mauvaises, donc ça sert même pour moi à rien de les analyser. Du coup, il vaut mieux un peu revenir sur le passé, prendre du recul et en tirer quelques leçons. Voilà. Hop. Est-ce que ça marche? Oui. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la présentation sur l'analyse statistique, et je tiens à dire, je répète souvent aux gens, je ne suis pas moi statisticienne, mais je comprends bien les statistiques et surtout, je comprends bien quand c'est compliqué. Et donc, par exemple, comme je suis bio-ingénieur de formation, c'est vraiment ma formation de base, c'est vraiment sur les systèmes biologiques et donc sur la compréhension des équilibres des systèmes biologiques qu'on pourrait considérer comme étant des déséquilibres dynamiques quelque part, c'est-à-dire qu'on est devant des systèmes très complexes, qu'on soit au niveau enzymatique ou au niveau de la relation entre une proie et un prédateur. On va avoir le même genre de relation, ce sont des systèmes ouverts, donc on n'a pas le contrôle sur des facteurs qui varient de façon parfois un peu aléatoire, qui varient de façon spatiale, c'est-à-dire en fonction de l'endroit et en fonction du moment, et ça peut être cyclique ou ça peut être linéaire. Donc on a des léones cinétiques généralement qui ne sont pas linéaires, on a des oscillations de certains facteurs qui vont être périodiques et non périodiques, il y a des boucles de rétroaction, donc tout ça, ce sont tous des facteurs qu'il faut multiplier par un nombre qui donnent des systèmes où on se retrouve avec une succession, quelque part une juxtaposition d'états d'équilibre précaires qui sont hétérogènes et qui sont oscillants souvent. Et ce qui va donner, par exemple, si on prend par exemple le cas d'une épidémie ou d'une pandémie où on va avoir arrivé un micro-organisme nouveau dans un système qui auparavant était à peu près en équilibre, des équilibres différents à 2 endroits différents, on va avoir une réaction qui peut être différente, que ce soit en intensité, en durée, ou dans un système, on va peut-être retrouver un équilibre qui est équivalent à celui auparavant, et dans un autre, on peut se retrouver avec un drift, donc un décalage entre l'équilibre avant et l'équilibre après. Ce qui est important de savoir, c'est que le système, quelque part, prend un certain temps à retrouver un équilibre, et c'est assez compliqué. Je pense que ça a été bien expliqué. C'est assez compliqué quand on n'a pas les données. D'estimer la durée et surtout quand on ne prend pas en compte le fait qu'il y a des variations et des hétérogénéités dans les sous-groupes de données, et quand les données ne sont pas de qualité, alors c'est encore plus compliqué. Alors, voilà, je pense que j'ai voulu faire un peu basique, hein, mais c'est pour revenir un petit peu à la modélisation mathématique ici. Donc, je pense que la sigmoïde, je ne vais pas revenir dessus, c'est vraiment le modèle classique, même si c'est un modèle qui correspond à une approximation, qu'on peut être sur comme je dis, à des modèles cycliques. Donc, on peut avoir des sigmoïdes qui vont se suivre.
Et il faut faire attention quand on analyse ce genre de système avec cette disparité géographique et temporelle, parce qu'il y a des hétérogénéités de population, il y a des facteurs confondants, et puis on arrive vite sur des choses qui correspondent à des paradoxes de Simpson et d'autres choses, donc qui vont amener à croire qu'une analyse amène à une conclusion, alors qu'en fait, quand on décompose au niveau des sous-populations, eh bien, on va se rendre compte que ça va conclure exactement à l'inverse si on ramène ça et si on intègre convenablement l'influence de différents facteurs. Et donc, qu'est-ce qui va faire que le système arrive à un équilibre après un déséquilibre? C'est la résistance à cette variation, et dans ce cas-ci, le virus, qui évolue dans le temps, mais qui évolue dans le temps des deux côtés. Donc, je pense que typiquement, pour qu'on vraiment... On voit bien que le virus est arrivé, on voit ses variations géniques, les comportements viraux, les compétitions virales aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un facteur qui va rentrer en jeu pour l'équilibre futur du SARS-CoV-2, c'est son équilibre et sa compétition virale avec d'autres souches virales. Au niveau de nous sommes l'hôte, c'est notre état de santé, on en a assez parlé, c'est la prise en charge médicale qui s'améliore et qui fait qu'on est aussi dans une amélioration. C'est la quantité et c'est la qualité de l'immunité, parce qu'on entend beaucoup parler de la quantité, mais la qualité de l'immunité, en fait, est un facteur important. Ce sont les comportements qui peuvent être influencés. Et du côté du virus et de l'autre, ces facteurs peuvent être influencés par les facteurs géographiques au-delà du temps, avec les hétérogénéités de climat, de saison, la densité, etc., sont des facteurs qui peuvent à tout moment influencer le virus, l'hôte et la relation entre le virus et l'hôte. Alors, grosso modo, ce que j'ai mis en jaune, c'est principalement pour montrer ceux qui sont les plus compliqués à modéliser en mode prédictif. Alors, pour prendre un exemple, je vais parler de la variation, très brièvement de la variation génique. Depuis le mois de juillet, il existe des modélisations de la protéine spike, où globalement, on n'a pas trop mal imaginé où étaient les zones de mutation les plus probables. Alors, pas toutes, parce qu'on n'est pas encore assez doué pour tout trouver. Par contre, ce qu'on n'est pas capable de faire en prédictif, c'est de comprendre qu'est-ce que cette mutation va faire. Donc, on arrive à anticiper à peu près les grandes zones principales de mutation, mais on ne sait pas quel effet ça va faire. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on découvre un variant, eh bien, en fait, c'est pas vraiment... Ça ne nous aide pas vraiment, parce qu'en fait, on est un peu dépourvu. On peut juste regarder et voir si on voit quelque chose qui se passe ou pas. Et je vais revenir sur l'impact de cette incapacité à anticiper. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, j'ai fait un petit dessin, parce que si on prend du recul et qu'on regarde comment se sont passées les épidémies jusque maintenant, grosso modo, on a ce type d'évolution, c'est-à-dire qu'on a un équilibre endémique avant qui dépend de là où ça se trouve. On a à un moment donné un déséquilibre avec l'émergence d'un virus, et donc on passe dans un statut épidémique qui va être caractérisé par une cloche. On a une transition qui est donc le passage, on ne passe pas d'un statut épidémique à un statut endémique en un claquement de doigts, sauf que cette transition n'a pas vraiment de nom à l'heure actuelle. Enfin, je n'ai pas trouvé. Et ceci se répercute au niveau des malades, donc des hospitalisations, puisque nous avons des hospitalisations, et des décès avec une passage. Alors, il y a quelque chose là-dedans que je trouve dont on ne parle pas beaucoup, c'est que c'est connu qu'il y a un phénomène ici de substitution. Donc, une maladie nouvelle, un virus qui émerge va occuper la place qu'occupaient d'autres virus. Et donc, il y a une série de personnes qui vont être malades, hospitalisées ou décédées, qui étaient des personnes qui étaient malades, hospitalisées ou décédées, ce qui veut dire qu'en théorie, dans une courbe si on voulait vraiment faire la part des choses entre les décès qui ont été causés et puis les décès excédentaires, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dus et la part du virus, on devrait s'attendre à avoir une part de malades qui est
a remplacé d'autres malades d'hospitalisation, qui ont remplacé d'autres hospitalisations et de décès, qui ont remplacé d'autres décès. Alors, j'ai presque envie de dire, pour quelqu'un comme moi, le fait d'observer sur des courbes qu'il n'y ait pas ce phénomène de substitution, en fait, a plus tendance à me rendre suspicieuse sur le fait que les données sont certainement pas justes, alors que ça fait 1 an que j'observe que tout le monde, dans les présentations, je pense un peu dans tous les pays, on montre à quel point on a bien estimé les impacts du virus, puisqu'il y a une très belle corrélation entre la surmortalité et la mortalité attribuée au virus. J'ai presque envie de dire, le simple fait qu'il y ait une très belle corrélation, ça devrait plutôt attirer l'attention. En théorie, il ne devrait pas y avoir une si belle corrélation. Dans les faits, d'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas. Et là, on va rentrer sur du débat où je n'ai pas le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est la théorie. Et alors la question c'est, finalement, on sait qu'on a eu cette émergence du virus. Grosso modo, il y a plus d'1 an, à peu près tous les virologues étaient d'accord de dire que nous arriverions à une situation stabilisée où probablement, mais c'est encore à confirmer et l'avenir nous le dira, ce coronavirus finira probablement par devenir un coronavirus comme les autres coronavirus que nous avons et que nous finirons par oublier, peut-être, espérons-le. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes probablement quelque part dans cette période de transition, ce qui veut dire qu'il est présent, il se manifeste encore, comme avec des manifestations qui ne sont pas encore celles d'une situation en équilibre, mais on n'est plus réellement dans ce qu'on peut appeler une situation épidémique pure. Et donc là, la question devient un peu plus compliquée, probablement à adresser. Et c'est là que finalement, on peut aller se baser sur les expériences du passé. Et alors, j'ai voulu prendre un petit peu pour montrer, parce que je trouve qu'il y a eu énormément de choses qu'on a dites et que sur la grippe de 1918, et il y a énormément de choses qu'on n'a pas dites, qui pourtant sont subtiles et permettent de ramener un petit peu de bon sens et un petit peu de sens critique quand on regarde et qu'on compare les données entre les différents pays. Et voilà, j'ai pris quelques exemples. Alors, j'ai dû faire des choix parce que sinon, je vous parlais pendant 4 heures. Et j'ai voulu parler, par exemple, de l'Australie. Pourquoi je parle de l'Australie? C'est pour un petit peu adresser la disparité locale et donc se rendre compte qu'en 1919, l'Australie, et ceci explique aussi une des raisons pour lesquelles l'Australie a choisi la stratégie qu'elle a choisie au début de la crise, c'est que l'Australie, qui est un pays, enfin, qui est une île, ce qui déjà n'est pas anodin, hein, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire quand, par exemple, on est la Belgique et qu'on est un pays où à peu près toutes les autoroutes de l'Europe passent. On a un climat tropical tempéré du sud. On a aussi un pays qui, en 1919, faisait partie et fait toujours partie du Commonwealth, et donc contribuait à la guerre en Europe, mais n'était pas, elle, en guerre dans son pays. Donc, ça a amené une situation où il y avait une restriction, il y avait une diminution en termes de personnel de soins de santé, puisqu'il y avait des personnes qui étaient sur le terrain en Europe pour la guerre, mais par contre, l'état de santé de la population était assez bon en Australie. Et l'Australie étant une île, ils ont rapidement appris par l'Angleterre les prémices de la grippe espagnole. Et le Commonwealth a mis des mesures de quarantaine maritime pour essayer d'empêcher le fait que l'épidémie arrive chez eux. Et ils n'ont pas fait que ça. Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais il faut savoir qu'ils s'étaient préparés, c'est-à-dire qu'ils avaient mis en place toute une série d'actions en organisant des hôpitaux de secours pour être prêts si les malades arrivaient. Ils avaient imaginé développer des vaccins contre les infections bactériennes. Alors, ils les ont utilisés. À l'époque, la vérification des vaccins, la qualité, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, mais ils les ont utilisés. Alors, il y a une hypothèse, ça peut avoir aidé ou pas. Ils ont recruté et organisé le staff médical, même s'il était sous-organisé, et ils ont lancé des campagnes d'information de la population, ce qui n'a pas été le fait partout.
Mais malgré tout, et c'est une leçon à apprendre, hein, même une île comme l'Australie, en mettant des quarantaines maritimes, à un moment donné, a quand même vu arriver le virus chez elle. Alors, il faut se rendre compte qu'on est en train de parler. Donc, j'ai mis ici, mais il faut se rendre compte que c'est l'été austral, l'automne austral et l'hiver austral. Donc, c'est l'inverse de chez nous en termes de saison. Mais donc, ils ont vu arriver au début janvier les premiers cas. Et l'Australie étant un pays grand avec des grands espaces, mais des agglomérations, ça s'est répandu, je vais dire, sur la carte de leur automne vers leur hiver pour terminer avec le début de leur printemps. Et on observe ici, donc on a beaucoup parlé des 3 vagues hein, de la grippe espagnole, mais en fait, si on observe ce qui s'est passé en Australie, à l'échelle du pays, voilà, c'est une vague avec quelques sous-pics qui, en fait, pour des raisons qui ne sont pas encore tout à fait bien connues à l'heure actuelle, il y a une première, donc là où c'est arrivé en automne en début, il y a un premier épisode épidémique, et puis vraiment un épisode épidémique hivernal qui s'est retrouvé, lui, répercuté aussi dans d'autres régions où le virus était arrivé. Et puis seulement la Tasmanie qui a eu au printemps l'arrivée, et on voit d'ailleurs que la mortalité était très différente. Et on voit d'ailleurs dans cette région qui a eu les 2 recrudescences, une différence entre la mortalité observée en hiver, donc sur la partie automne, et sur la partie hiver. Donc, il n'est pas impossible, en fait, qu'ils aient une combinaison de différents virus, même s'il n'y a pas de conclusion. Mais c'est pour donner une idée déjà. Voilà, ça, c'est en Australie. On voit déjà que rien que sur un continent, on n'a déjà pas le même comportement d'une épidémie à tous les endroits, et qu'on n'a certainement pas le même comportement que ce qu'on a vu partout avec ces 3 vagues. Alors, si on va à une autre localisation, c'est le Brésil. On a beaucoup parlé du Brésil, on a beaucoup parlé de l'Australie ces derniers mois. En 1919, le Brésil, 1918-1919, lui qui a un climat équatorial tropical sud aussi, avec à peu près aussi le même genre, c'est pas le même climat, mais une hétérogénéité des populations, des climats qui est assez importante, mais qui n'était pas du tout impliquée dans la Première Guerre mondiale. Eux, ils ont eu un épisode de grippe espagnole avec 10 semaines, grosso modo, au niveau de 10 semaines pour chaque agglomération, et une mortalité moyenne de 1%. Et donc, voilà, on voit par exemple ici pour Sao Paulo à quoi ça a ressemblé. Et c'était vraiment, c'est arrivé au début du mois, septembre-octobre, et ça s'est terminé en février-mars. Et il faut savoir que, voilà, si on veut aussi apprendre un petit peu du Brésil, et quand on regarde et qu'on veut se comparer, si on veut se comparer au Brésil, on est obligé de se rendre compte que c'était difficile de comparer une épidémie de virus qui sont à tendance saisonnière, parce que, par exemple, le Brésil, une analyse des infections de virus influenza de 2010 à 2017, ont observé qu'il y avait un comportement périodique. Donc, périodique veut dire qu'on a une périodicité, mais qu'on ne peut pas vraiment associer systématiquement avec une saison ou des caractéristiques de saison, qui est observé dans 44% des États seulement du Brésil. Donc, ce sont ceux qui sont en jaune. Donc, ceux en blanc n'ont pas de périodicité, et ça veut dire qu'il y a des pics de grippe de façon un peu aléatoire. Et même s'il y a une périodicité, en fait, la périodicité, elle peut être différente. Et on voit ici, par exemple, 3 localisations où l'année s'écoule comme ça, et on a ici plutôt au mois de juin peut-être, de mai,
la période, ça va être centré pour une des régions, ça va être plutôt juillet pour celle-là et août, septembre pour une troisième. Donc, on voit bien que sur un pays comme le Brésil, eh bien, on ne peut pas s'attendre à avoir et on ne peut pas considérer le pays comme étant un système homogène global, parce que c'est évident qu'il y a des hétérogénéités et qu'on ne peut pas avoir une modélisation qui va être vraie partout en même temps et un comportement qui va être vrai partout en même temps. Et certainement, il ne va jamais être pareil chez nous, en Belgique ou chez vous en France. Comparé au Brésil, on n'a aucune chance que ça se passe de la même façon. Alors, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte, par exemple, et surtout les apprentissages qu'on peut avoir quand on compare, c'est les influences démographiques. Alors, on en a parlé, je pense, de temps en temps, mais enfin, ça a été assez peu abordé, je trouve. Il faut quand même se rendre compte qu'en de 1920 à 2020, en Europe et en Amérique du Nord, alors j'ai pas trouvé les chiffres pour les autres pays, mais on est passé en 100 ans d'une population d'une proportion de la population des plus de 65 ans qui avoisinait les 4 à 5% et qui est passé entre 17 à 19% en 2020, ce qui n'est pas en soi un problème, mais n'est pas sans effet. Et donc la démographie va aussi avoir des effets sur ce que va devenir un virus émergent. Et on sait que de façon habituelle, les personnes les plus sensibles habituellement sont les personnes à risque et les personnes avec des comorbidités. Habituellement, sauf pour la grippe espagnole, qui a été une épidémie un peu atypique, où en fait on a eu cette forme en W, avec une mortalité importante dans la tranche d'âge du milieu, donc entre les 20 et 40, 35 ans. Et en fait, ici, la mortalité était en soi, elle a l'air d'être importante, c'est-à-dire que le virus n'était pas anodin, mais quand on regarde, parce que ça c'est la mortalité qui est standardisée à la population, et ça c'est la mortalité en termes de nombre de personnes décédées, et donc qui est ramenée à la proportion de population, et donc on voit que la grippe de 1918 n'a pas tué énormément de personnes âgées, et parce que la proportion de personnes âgées était assez faible en 1920. Alors en bleu ici, on peut comparer la tendance en fait avec le coronavirus, donc ce SARS-CoV-2 qui a une courbe totalement atypique et dont on a beaucoup discuté au début et puis dont on ne parle plus du tout alors qu'on parle des vaccins et que le rapport bénéfice-risque, il porte bien son nom. D'un côté, il y a le risque et de l'autre côté, il y a le bénéfice. Il y a le risque de la maladie et il y a le risque du vaccin et le bénéfice. Et le bénéfice de la vaccination est forcément proportionnel au risque de la maladie. Et on voit bien qu'ici, on a effectivement en termes de mortalité, de taux de mortalité brut, donc avec le nombre de personnes qui sont décédées par âge et par ouais, je pense que c'est par sexe, oui, voilà. Pour la Covid-19, ou le Covid-19, comme on veut, moi, je ne sais jamais comment on doit dire, on est surtout sur les populations âgées qui sont, je pense, cette personne l'apprend, mais beaucoup plus morte. Mais il faut se rendre compte que là, c'est vraiment le moment où on est maintenant à plus de 17% des plus de 65 ans. Et en fait, si on regarde vraiment cette mortalité jusque 60 ans, on arrive en fait à un âge charnière quasiment, qui en fait devrait être, pour moi, celui qu'on prend comme pivot pour évaluer pour communiquer autour des risques de la maladie, parce que cet âge pivot est vraiment celui qui permet de faire le distinguo entre est-ce qu'on a une augmentation des risques ou est-ce qu'on est sur une maladie qui en fait
est à la limite moins impactante que d'autres maladies infectieuses et sur les personnes de moins de 60 ans. Vraiment, on peut vraiment se poser la question. Alors, derrière, un autre facteur et d'autres choses qui sont forcément difficiles à modéliser, qui vont amener beaucoup de questions, c'est l'immunité croisée et l'impact des variations. Pardon. Et donc, ici, on voit par exemple, donc je disais en 1918, il y a vraiment eu une mortalité qui était faible pour les plus de 84 ans et on a eu des évolutions et des théories qui ont démontré que ceci était probablement dû à une immunité croisée acquise par les personnes de cette tranche d'âge qui avaient rencontré un virus dans le passé, qui avait des caractéristiques similaires et que forcément la tranche d'âge du milieu n'avait jamais vu et était beaucoup plus sensible. Mais c'est aussi des hypothèses qui ont été montrées et il y a des papiers qui existent dont on ne sait pas exactement mesurer la proportion de leur effet, mais voilà. Et en termes de variation et d'impact de la variation génique, eh bien, on peut voir que dans le cas de la grippe, à chaque émergence, on a des pics, mais après, les variations géniques ne créent pas des variations extraordinaires. Alors, je vais tenter, parce que je pense que je suis un peu longue et que j'ai beaucoup parlé, de vous donner une image de là où je pense que nous en sommes en termes d'épidémie ou d'endémie, et je pense qu'on n'est pas tout à fait ni dans l'un ni dans l'autre. Et je vous ai j'ai comparé 3 pays pour pouvoir montrer un petit peu ces différences, donc la disparité et en même temps les similitudes qu'on peut trouver au cours du temps. J'ai pris la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre et Israël. Et je les ai comparés en termes de taux de positivité parce que c'est un des facteurs qui est ils sont tous, les données sont pas très bonnes sont pas exactes, je vais dire, pour aucun facteur, mais c'est encore celui qui est le plus comparable. Et j'ai comparé aussi les confirmed deaths, mais que j'ai comparé à la mortalité générale extraite de Romomo. Alors, je vois qu'ici, il y a un truc enfin, c'est pas grave. Vous voyez que là, la Belgique, par exemple, eh bien, on voit qu'on a eu un pic ici en novembre. Donc, nous, on l'a eu plus tôt que l'Angleterre. Et on avait 0% de vaccination. Et ben, depuis, la vaccination en Belgique, elle a commencé à peu près ici et elle est arrivée à un niveau où on est autour de 40%, je pense, aujourd'hui, de vaccination unidose. On voit que l'Angleterre, ça s'est infléchi quand la vaccination en Angleterre était à 2%. Et grosso modo, ça s'est infléchi, je pense, en Israël, si je me suis pas trompée, quand ils étaient à 38% de vaccination. Donc déjà là, je pense qu'on se rend tous bien compte qu'il y a des disparités. Et si on regarde au niveau de la mortalité, ben, c'est un peu pareil. Ici, il y a un nœud de croisement où on s'est retrouvé avec une mortalité assez similaire. Ben, la Belgique était à 4,6% de vaccination, Israël à 55% et l'Angleterre à 30%. Donc voilà, et on peut voir ici, c'est la période où les variants en Belgique sont arrivés, ont progressé, et on ne voit pas au niveau de la surmortalité, ni vraiment au niveau de la mortalité attribuée au Covid, d'effet des variants, alors que l'Angleterre a probablement subi son pic, entre autres avec l'apparition du variant. Et donc, ma conclusion derrière tout ça, c'est que je suis intimement convaincue, donc c'est une conviction qui est quand même fondée sur le fait qu'on n'a pas les données, l'influence de l'immunité naturelle, qu'elle soit croisée ou que ce soit la part d'immunité acquise par l'infection au cours des 15, 16, 17 mois qui ont précédé, est largement sous-estimée. Elle est sous-estimée, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mesurée et qu'on ne sait pas trop comment la mesurer. Or, elle a probablement et certainement un effet sur l'influence des variants et sur la mortalité, ce qui, moi, m'amène à me dire qu'on est probablement beaucoup plus avancé dans l'état d'épidémie que ce qu'on pense et que j'attends l'automne pour voir ce qui va se passer, mais fondamentalement, je suis convaincue que quoi qu'on fasse, il ne se passera pas grand-chose.
Et donc, je vais juste, et je durerai un peu plus longtemps, donc je ne vais pas faire le dernier slide parce qu'il est un peu compliqué. C'est de reformuler le fait qu'il y a vraiment ce biais de perception qui est dû à la technologie. Et donc, il faut se rendre compte qu'en 1918, la façon dont on suivait l'épidémie, c'était par papier, télégraphe, en analysant la population et les registres des hôpitaux. En 2020, on a fait plus de 7 milliards de tests PCR en 16 mois. Et donc, par exemple, en Belgique, on a testé plus d'une fois la population totale belge et on a 92% de négatifs. Et donc, est-ce qu'on a des répliques épidémiques ou des variations géniques? En fait, si on se base sur le passé, c'est simplement qu'on suit les variations parce qu'on sait faire maintenant des séquençages rapides, ce qu'on ne savait pas faire pour la grippe espagnole, puisque la grippe espagnole, on a séquencé le virus de la grippe qu'on a réussi, ou une version du virus de la grippe qu'on a réussi à récupérer vers les années 1995, et on a mis 8 ans pour la séquencer, 100 ans après la pandémie. Donc, je pense que ceci montre qu'il y a des gros biais dans la perception de notre épidémie actuelle qui sont dus aux technologies et au fait qu'on leur accorde effectivement, je pense, beaucoup plus de poids que prévu. Voilà, j'ai encore un slide, mais je pense que je vais vous l'épargner parce qu'il est 22h44. Oui. Merci voilà. beaucoup, Caroline. C'est tout à fait passionnant. On voit là qu'il y a énormément de choses que tu pourras encore nous dire. On voit aussi comment on ne connaît finalement pas grand-chose aux épidémies. Les épidémies, on s'est vu depuis la nuit des temps. Elles ont toujours eu une fonction et elles arrêtent leur cycle quand elles ont fini leur fonction. Et je crains beaucoup que finalement, ce qu'on ait fait avec des confinements n'a fait que retarder la solution en empêchant l'immunisation naturelle de la population pour une maladie qui finalement était relativement légère dans sa gravité. Donc voilà, on voit bien là comment peut-être l'orgueil humain et l'orgueil de la médecine moderne s'est dit qu'ils allaient tout régler et en fait ils n'ont rien réglé du tout. Voilà, nous avons déjà 1h45 de réunion. Je pense qu'on pourrait faire un petit tour de débrief de chacun avant de se quitter en attendant la prochaine rencontre. Qu'est-ce qui veut parler? Merci. Voilà, je voulais remercier Caroline. Je vais revenir juste un petit peu sur l'immunité croisée. Moi, j'avais publié déjà il y a un mois là-dessus. Donc, rappelez que, en fait, on a montré différentes équipes importantes dans le monde entier, à différents endroits, ont montré qu'il y a à peu près 70% des personnes qui ont une immunité croisée, c'est-à-dire une réactivité cellulaire avec les coronavirus de rhume banal et le SARS-CoV-2. Donc ça a été établi quand même au niveau cellulaire. Et je voudrais aussi citer une étude qui compare certains pays d'Afrique et les USA et qui fait une corrélation entre l'immunité croisée, enfin une corrélation négative plutôt, entre l'immunité croisée et les décès. Voilà, en Afrique, ils ont beaucoup de coronavirus qui circulent, donc il y a une grosse immunité croisée et ça peut expliquer en partie, parce que ce n'est pas le seul facteur, le faible nombre de décès. Et puis juste une petite remarque sur les chiffres antigéniques sur la grippe. Ça a été montré très, très bien aussi au Canada en 2015. Dans la même on a un passage un chiffre antigénique des virus. Le virus évolue, c'est-à-dire au début de l'épidémie, il touche une certaine partie de la population en fonction de l'âge, par exemple les jeunes, et ensuite, dans la même épidémie, au cours de l'automne au printemps, il va toucher les personnes âgées. Et en fait, ça correspond à un shift antigénique, une mutation du virus. C'est-à-dire, voilà, il a, dans une même saison, il mute. Donc, ce n'est pas du tout nouveau, ces histoires de mutation de virus dans une même saison épidémique. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci. Merci beaucoup. Alors, qui veut
Ouais, moi j'aurais voulu intervenir pour comparer des pays. Ce qui serait une des leçons qu'il faudra peut-être retenir de cette crise, c'est que finalement, pour la prochaine crise sanitaire, pandémie, si tous les pays pouvaient s'accorder sur une espèce de normalité de la validité des tests, ça serait bien pour comparer, parce que finalement, en Allemagne, si je me trompe pas, ils ont utilisé un CT très inférieur à ce qu'on utilise en France. Donc, on a beaucoup plus de tests positifs en France qui auraient été négatifs en Allemagne. Donc, une des leçons qu'on pourrait retenir de cette crise, c'est essayons d'harmoniser les différents pays pour avec une certaine norme pour pouvoir ensuite mieux les comparer, les résultats en ce qui concerne le confinement, couvre-feu, etc. Alors moi, si je peux faire juste un commentaire à ce propos. Début janvier, j'ai eu l'occasion de discuter avec un responsable de laboratoire de Belgique. Et moi, j'ai creusé un peu les données parce que je n'arrivais pas à voir comment ils avaient pu harmoniser entre autant de laboratoires, parce qu'en Belgique, c'est 100 laboratoires différents, les méthodes d'analyse, sachant que dans l'industrie pharmaceutique, la validation de méthodes, surtout inter-laboratoire, est quelque chose qui est très compliqué. Et en fait, il m'a confirmé que déjà rien qu'au sein d'un pays, il n'y a pas d'harmonie. Et donc, je pense que déjà, si déjà on arrivait au moins à se mettre d'accord au sein d'un pays pour définir une norme et puis arrêter de regarder ce que les autres font, déjà, on s'en sortirait beaucoup mieux. Ou alors faire tous ensemble, parce qu'une épidémie, ça se passe au niveau mondial, ça ne sert à rien de faire dans son petit coin. De toute façon, on dépend de ce que les autres font aussi. Oui. Voilà. Bien, merci. Vous voulez prendre la parole? Ouais, je suis un peu partagé là-dessus. Vous savez que je suis très anti-mondialisation et que je pense qu'une grosse partie de nos problèmes, et même de ces épidémies, viennent justement d'une tentative d'harmonisation, d'être tous pareils, de tous faire la même chose, en fait. Et je crois qu'au contraire, un système vivant, un système dynamique, c'est un système qui est plein de biodiversité, où il y a plein d'expériences différentes. Une des choses qui nous sauve aujourd'hui, qui nous permet d'avoir un esprit critique, c'est justement que les gens n'aient pas fait exactement la même chose. Parce que il est vite arrivé le moment où les humains font tous la même bêtise, comme les lemmings qui courent tous jusqu'au bout et tombe du grand précipice. Donc moi, je suis plutôt dans l'idée que non, il faudrait surtout pas harmoniser, qu'une grosse partie de nos problèmes vient justement de cet idéal de la norme, et que toute notre société qui est bâtie autour de ce caractère normatif, en fait, est en train de basculer. Voilà. Donc moi, je suis très critique sur ce point de vue-là. Effectivement, le fait que on ait vu en Suède des politiques complètement différentes, ça nous a permis de voir les choses différemment, et que toute l'Afrique ait eu d'autres attitudes aussi, ça nous permet aussi de voir le fait que certains pays utilisaient l'ivermectine massivement. Sinon, on n'aurait jamais vu les actions et le rôle négatif des confinements, puisque la Suède n'a jamais vraiment confiné. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir un peu à titre de conclusion? Oui, moi je voulais rebondir un peu sur les différentes interventions, que ce soit de Louis, de Caroline ou de Philippe. La question qui peut se poser, c'est aussi, même si évidemment tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il faut se méfier de l'harmonisation et que plusieurs expériences nous enrichissent, plusieurs expériences différentes. La question, c'est pourquoi on a utilisé, par exemple, en France, 40 CT alors que les Allemands n'ont utilisé que 28. C'est un exemple concret que tout le monde commence à connaître maintenant. La question, c'est pourquoi? Parce que en fait, la dernière soirée du CSI, jeudi dernier, on a vu que les chiffres de mortalité avaient été très exagérés. La présentation de Pierre Chaillot était absolument superbe à ce niveau-là. Aujourd'hui, Caroline en particulier nous a montré à quel point l'épidémie était finalement un peu différente de ce qu'on veut nous dire. Et la question, c'est encore une fois, pourquoi autant de données curieuses, bizarres, pour ne pas dire erronées, et malheureusement, les politiques de santé se basent sur ces chiffres. Donc on finit par se demander si les chiffres ne sont pas construits pour une politique de santé prédéterminée. Et c'est ça la problématique pour moi. Qu'est-ce qui est le primum movens? Est-ce que on décide une politique de santé parce qu'elle arrange un certain nombre de personnes et on colle des chiffres pour pouvoir la valider? Ou bien est-ce qu'on fait de la science, on part d'une vraie observation et à partir de là, on essaie de trouver des solutions pour aider la population et sortir de cette impasse? Parce que si Caroline a raison, ben on est très content. Les choses vont évoluer progressivement vers une disparition. Depuis que le monde est monde, depuis des millénaires, 100% des épidémies ont disparu sans aucun vaccin. Donc, Caroline a forcément raison sur le fond.
Mais là, on est en train de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire changer la donne, peut-être à cause des vaccins, peut-être parce qu'on veut aller vers autre chose, et on espère tous que le virus va disparaître comme tous les virus depuis que le monde est monde, mais on est un petit peu inquiet avec l'émergence de variants de plus en plus fréquents, de plus en plus contagieux, et on se demande si finalement on prend le problème par le bon bout. Oui. Enfin, sachant que le problème actuel, ce n'est pas les vaccinations, c'est pas le virus en lui-même, c'est tous les outils qui ont été mis en place et des outils qui vont persévérer bien après la fin de l'épidémie. C'est ça qui est grave ici. C'est pas tellement Alors moi, j'ai envie de dire, hein, si je peux juste dire, je pense qu'on n'est pas humble et on n'est pas non plus sur notre capacité à influencer. Moi, je pense qu'en fait, on va juste se rendre la vie plus compliquée, mais qu'au final, l'équilibre va finir par arriver là où il doit arriver. Il va ressembler pas loin, d'un point de vue écosystème, à ce qu'il aurait dû ressembler. La question, c'est qu'est-ce qu'on va s'imposer comme conditions qui sont autour de ça, mais là, le virus ne sait rien faire pour nous. Merci Caroline, ça paraît un regard plutôt sage et dépassionné. Je crois qu'on a vraiment besoin de dépassionner un peu. Pour beaucoup de gens, il y a des issimes souvent, quoi. Et c'est vrai qu'on est pris à la gorge un peu par la scansion traumatique narrative du pouvoir et des instances de santé. Le fait de prendre du recul comme ça fait vraiment du bien, une espèce de lenteur, de paix qui s'installe. Je crois que c'est pas mal d'aller vers ça. Je juste un petit mot sur les paramètres d'optimisation d'un système. Finalement, souvent, effectivement, c'est le choix du paramètre d'optimisation du système qui pose problème. C'est pas tant les manipulations d'optimisation, l'harmonisation, etc. Ça, on finit par y arriver. C'est le choix lui-même du paramètre d'optimisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on choisit le PIB, par exemple, le produit intérieur brut, et le delta PIB par tête d'habitant annuel pour définir la richesse d'un État, donc c'est la croissance ou la récession, et que l'ensemble des politiques, des stratégies politiciennes ou économiques et industrielles sont bâties autour de cette idée-là. Parce qu'on dit, ah ouais, plus j'augmente la rotation de capital, plus je fais de profit, quoi. Et plus j'augmente le profit, plus finalement il y a de la richesse dans mon pays. Mais il y a une autre façon de regarder les choses qui est que pour transformer le monde en autre chose, il faut du monde et de l'énergie. Et que si je veux transformer le monde de manière infiniment croissante, il va me falloir de manière infiniment croissante du monde, des ressources et de l'énergie. Et qu'en fait, je vais buter sur un petit problème, c'est que l'extraction infiniment croissante va être de plus en plus compliquée, de plus en plus coûteuse, etc. Et qu'à un moment, je vais plafonner, je vais passer par un pic de la ressource ou un pic de l'énergie disponible. Et qu'en fait, si je tends à continuer de maximiser le delta PIB sur POP, en fait, je ne suis ni plus ni moins qu'en train d'accélérer la destruction du monde. D'optimiser la destruction du monde. C'est une autre façon de regarder la variation de PIB par tête d'habitant, c'est de dire finalement c'est une mesure de la destruction du monde. Ce fait qu'il y a certains autres pays qui se sont dotés d'autres paramètres d'optimisation de la richesse, hein, mais il y a d'autres choses. Il y a la beauté des paysages, il y a la culture, les chansons qui sont dans le pays. Et tout le monde a à l'idée le Bhoutan et l'indice de bonheur brut. C'est exactement la même chose en santé, en fait. En médecine, on essaye d'optimiser les nausées, vomissements post-opératoires et la douleur post-opératoire. Mais quand on regarde vraiment la satisfaction des gens quant à leur expérience se passer au bloc opératoire, finalement, le lien est très très lâche avec la douleur ou avec les nausées. Et il a beaucoup plus à voir avec la distance entre l'attente et le réel. Il y a des gens qui s'attendent à accoucher dans une super mater où il y aura de l'ostéopathie crânienne pour le bébé, une petite photo à J1, etc. Tout le monde qui fait des papouilles. Si jamais l'aide-soignante a le malheur de mal parler pendant 1 seconde à la parturiente, c'était nul, hein. Vraiment c'était horrible. Si par contre vous accouchez à Marseille dans un hôpital public, qu'il y a des cafards, qu'il y a de l'eau chaude un jour sur 3, c'est la réalité, hein, dans la matière pas très loin de là où je travaille, je ne citerai pas de nom pour pas m'attirer d'ennui, si juste les gens sont sympas, déjà c'était parfait, votre accouchement c'était super, quoi, et que votre bébé est né en sécurité. Donc là c'est pareil, sur l'épidémie, on a vraiment un problème sur les paramètres d'optimisation du système. Oui, voilà. Bien. Nous, le temps passe. Jean-Dominique, est-ce que tu veux réagir avant que notre émission se rapproche de sa fin? Merci. Effectivement, beaucoup de questionnements vont dans le sens des miens, c'est-à-dire est-ce qu'au fond, on n'aurait pas été bien mieux de ne pas agir du tout, donc de faire tout ce qu'on a fait qui a été tellement dans des mauvaises directions, et puis qu'est-ce que ça reflète de notre inaptitude à juste accepter le réel, à aménager une réponse qui est prudente, mais qui ne part pas dans tous les sens. Je trouve que cet activisme agit parce que je finis comme l'imbécilité technique, c'est le fait de croire prendre des bonnes réponses alors qu'en fait, c'est déjà le gars.
à mon avis, doit vraiment être un motif de réflexion dans l'après-coup, si tant est qu'on arrive à des zones plus sereines prochainement. Oui. Frédéric, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Oui, je veux bien. Moi, ce qui me surprend dans le traitement de cette épidémie, c'est la surréaction humaine et la disproportion des mesures qui ont été prises. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. La seule originalité, c'est vraiment la réponse de l'homme face à cette virose de l'an dernier. C'est ce que disent tous ceux que j'entends intervenir, c'est que la façon de traiter l'épidémie habituelle n'a pas été respectée. On a fait dans la nouveauté en surréagissant et qu'apparemment, ça n'a pas produit de bonnes choses. Ouais. Oui, juste pour rebondir là-dessus, ma conviction en tant que mathématicien, c'est que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs la présentation de Frédéric, bien sûr de Caroline aussi, mais le problème, c'est pas le virus, il faut arrêter avec les chiffres, il faut s'intéresser au langage maintenant. C'est vraiment le langage qui fait défaut, c'est le langage qui devient bien sûr paranoïaque, qui impose des représentations absolument délirantes. Et c'est celui-là qui est important. Il faut revenir à la maîtrise du langage, à la philosophie. Ce que disent les chiffres, c'est que c'est banal. Voilà, c'est du banal. Et puis, bon, il n'y a pas à s'inquiéter vraiment. Par contre, effectivement, bon, la manière avec laquelle on a pris la responsabilité de parler de ce virus est extrêmement inquiétante. Et tout ce qu'a dit Frédéric, c'est extrêmement inquiétant parce que ça rappelle des heures sombres de manipulation, effectivement, à des époques qu'on ne veut plus connaître. Mais c'est extrêmement traumatique et c'est ça le vrai trauma, en fait, je crois. Donc, moi, voilà, au bout d'un an d'études, de tout un peu, quelques courbes, des statistiques, etc., le virus est pour moi totalement banal. C'est simplement le discours, bien sûr, qu'on a eu dessus et le langage. Il faut étudier le langage. C'est le langage le plus important à décoder. C'est pas les chiffres, c'est vraiment le langage. Bien. Je pense. Emmanuel, tu veux dire un mot avant de terminer? Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Vincent, en fait. Je trouve que c'est très, très juste, en fait, parce que on est un peu dans une expérience que personnellement je juge perverse, puisque en fait on impose des choses à des enfants, on détruit les rêves de jeunes adultes, etc. Et cette expérience perverse, alors elle peut mener à plein de choses, mais elle peut aussi mener à nous faire accepter l'inacceptable, comme un crédit social à la chinoise, par exemple. Et ça, je trouve que malheureusement, on l'entend pas beaucoup, en fait. On n'entend pas beaucoup sur les médias ce qu'on insurge aux enfants. On n'entend pas beaucoup les conséquences du port du masque chez les enfants, alors qu'il y a plein de choses qui sont sorties et ça, on le voit pas. Tout ça est passé sous silence. Voilà. Donc, voilà. Je suis... Merci. Bien, bien. Je pense que notre émission va arriver sur la fin. On va peut-être réaliser dans peu de temps que finalement on a fait pire que mieux, que l'être humain dans son délire mondialiste, son délire de toute puissance, s'est cru plus fort que tout. Peut-être même qu'il a généré lui-même le problème, mais qu'en essayant de l'utiliser à son profit, il a fait pire que tout. Je pense que au fur et à mesure de nos émissions, on réalise bien comment beaucoup de choses ont été fausses, comment de choses ont été manipulées, et comment on va peut-être, quand les historiens reparleront de cette pandémie dans 20 ou 50 ans, ils diront peut-être finalement, ça me fait penser à une réflexion que l'on disait en médecine, en obstétrique, que quand un enfant accouche par le siège, la seule manœuvre véritablement efficace pour améliorer les choses, c'est d'attacher les mains de l'obstétricien derrière son dos. Parce que tout ce qu'il pourra faire, ça va être pire que mieux. Et on peut se demander si finalement attacher les mains derrière le dos de certains de nos ministres ne serait pas la meilleure chose à faire, ou de certains de nos gouvernants, parce que finalement, peut-être que tout ce qu'ils ont fait a été pire que mieux, et que effectivement, comme on l'a tous dit ce soir, chaque virus a son histoire. On ne trouve les véritables vaccins que, par exemple, la tuberculose, quand elle a disparu à 95%, et qu'il y a un contexte qui génère la chose, et regarder les choses comme ça nous amène un peu plus de modestie, et regarder que la nature est beaucoup plus simple. Donc, comme nous dirait Louis, éteignez à la télévision, embrassez les gens que vous aimez, mettez les mains dans la glaise, dans la terre, et on se retrouve tous la prochaine fois, dans la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une nouvelle réunion du CSI, et pour essayer de vous donner des informations claires, simples, et surtout tranquillisantes. À bientôt.